je crois que j'ai un peu ravivé non seulement le débat VFVO, mais aussi une partie du débat Nepo Babies. Parce qu'en fait, ça fait un petit moment que ça parle des Nepo Babies dans le cinéma, mais là, ça a commencé à venir dans le débat autour des doublages et autour des comédiens de doublage particulièrement. T'as niqué tout TikTok, mais c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. C'est juste moi, j'ai posté un extrait comme ça, qui était sympa, qui a fait même pas tant de vues que ça en plus. Le pire, c'est que ça m'a même pas rapporté tant de gens que ça. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai fait mon petit truc dans mon coin, mon petite émission. Je suis toujours très très fier de cette émission-là. Et en gros, enfin, c'est quand même un truc où je suis ultra content de tout ça et ultra content de toute cette émission évidemment toute l'émission autour du doublage avec Esteban et Anna qui est vraiment je trouve une super émission pour un premier jet. C'était vraiment super chouette à voir, l'émission qui a fait genre 1600 vues, qui continue quand même un petit peu à faire des vues, etc. Et il y a quand même des gens qui débattent dans les commentaires, etc. Donc moi je suis quand même assez content de cette émission, assez content de ce projet, et je suis content que ça ait pu raviver des petits débats, même raviver le débat VOVF, tout ça, je suis content de ça. Il y a aussi cependant un petit débat qui a pu ressortir de tout ça, c'était le débat autour des Nepo Babies, alors qui repop d'ailleurs en ce moment, enfin là c'est un tweet d'il y a quelques jours, sur lequel il y a eu des réponses, notamment une réponse de Victor de Retake, enfin Almir du coup maintenant, qui est un peu plus récente, enfin voilà, il y a quand même ce truc où il y a des réponses, il y a des débats. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors déjà, peut-être un peu définir c'est quoi un Nepo Baby, parce que ça c'est un terme assez nébuleux. En fait, en réalité, le terme Nepo Baby, c'est un terme qui est né il y a quelques années avec une du New York Times, je crois que j'en avais parlé ici, ou c'est du New Yorker, je sais plus. Non, c'est le New York Magazine. Bref, et en gros, c'est une d'il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans, qui revient du coup sur le phénomène des Nepo Babies, qui est en fait les bébés de stars, en fait, les fils d'eux, tout simplement. Nous, on a un terme qui est plus simple, qui est les fils d'eux, qui est vraiment un terme plus versatile, je trouve. Les fils et filles d'eux. Qui permet d'englober énormément d'acteurs et d'actrices. On parlait plus récemment au début du live des Kircher, des Schneider, on parlait de toute cette galaxie-là, on parlait également, enfin là, mine de rien, dans cette galaxie-là, il y a aussi une française qui est Lily Rose Depp, je crois qu'elle est franco-américaine si je ne me trompe pas, et nous on en a quelques-uns également en France. Alors je crois que là il y a une petite liste avec notamment la nièce de Adjani, Zoé Adjani Vala, qui la connaît, je sais pas, le petit-fils de Belmondo qui a une petite carrière, Marie-Lou Berry, la fille de José Balasco, la fille de Caro Mostrani et Benjamin Biolay, qui en fait c'est ça aussi le pire, hein, c'est quand les acteurs et actrices en question n'ont aucune carrière, bref. Mais Louis Garrel, qui est le fils de Philippe Garrel et de Brigitte Si, Raika Zanavicius, la fille de Serge Zanavicius, qui lui-même est le frère de Michel Zanavicius. Donc voilà. On a les Kircher, Samuel Kircher, Paul Kircher. On a Kim Higelin, la fille de Jacques Higelin, qui jouait dans c'est le consentement, c'est ça? Si je me trompe pas. Oui, voilà. On a Carmen Kassovitz, la fille de Mathieu Kassovitz, qui lui-même est le fils d'un dessinateur qui s'appelle Félix Kassovitz. Le petit-fils d'un dessinateur qui s'appelle Philippe Kassovitz et fils de Peter Kassovitz, qui est producteur de cinéma et réalisateur. On a également, mine de rien, Vincent Cassel, qui est le fils de Jean-Pierre Cassel. On a Suzanne Lindon, bien sûr, qui a été un grand exemple, on va y revenir, de Nepo Baby. On a Charlotte Gainsbourg également. Enfin, il y a énormément de Nepo Baby. Félix Moiti, enfin voilà, il y a beaucoup de Nepo Baby et c'est un truc qui revient énormément. Et moi, c'est sûr que je vois un petit peu ces tweets-là passer. Ils ont peut-être un don héréditaire. Bah, alors, je vais y revenir. Mais en tout cas, je vois ce petit tweet passer avec cette photo, donc du coup, cette capture d'écran. Autour de, donc, du coup, c'est une interview ah, comment il s'appelle, Lou Howard, qui du coup est la fille de Dominique Vallée. Ça demande du coup c'est la fille de qui. Sa maman c'est Dominique Vallée, comédienne qui a notamment fait la voix de Poison Ivy dans pas mal de films d'animation Batman, ou de Piper dans Charmed. Et du coup un tweet de Régé qui dit: si vous voyez une interview d'un doubleur VF, posez-vous cette question car ça ne rate jamais, c'est une mafia ce truc. Alors, la vérité, et du coup, il y a aussi une réponse du coup de Almir qui dit: je fais ce métier depuis plus de 7 ans, je suis rentré dedans avec toute une génération de jeunes comédiens et comédiennes passionnés qui ont zéro contact dans le milieu. Je connais aussi des fils d'eux et filles d'eux, conscients de leurs privilèges et qui ne cultivent pas un mythe méritocratique.
je crois un truc encore en réponse. En l'occurrence, Lou, qui intervient dans cet extrait, n'a jamais prétendu, à ma connaissance, que sa réussite est totalement décorrélée du travail de sa mère. Donc ça, c'est une réponse plutôt calme et posée. Et t'as aussi, du coup, en réponse au tweet de Régé, des gens comme Dorothée Pousseau, Pascal Chemin, Alice Orsac, qui disent « Il faut que j'en parle à Alexis Thomasian, Donald Renew, Christophe Lemoine, Adeline Chotaille, Lila Lacombe, Emmanuel Garigeau et bien d'autres. Ils ont dû se tromper de parents. Moi-même, je me demande où sont mes vrais parents acteurs. Je vais sûrement finir par trouver. » Alors... il y a beaucoup de choses à déballer autour de ça parce que je pense qu'il faut peut-être un petit peu doser entre, certes, il y a des Nepo Baby dans le milieu, il y en a beaucoup, mine de rien, parce que ne serait-ce que là, dans la liste qu'elle donne, bah en fait, Alexis Thomasian, sa fille, elle fait du doublage, Donald Renew aussi, Christophe Lemoine, je crois que sa sœur fait du doublage, Adeline Chotaille, je crois pas, mais parce que il me semble pas qu'elle ait d'enfant. Il est là à Combe et Garigeau, je crois que son fils fait du doublage aussi. Dorothée Pousseau, ses enfants font du doublage également. Donc quand même, et puis il y a quand même un truc où là, il cite des gens qui sont qui sont installés dans le milieu depuis des années, hein, donc et qui sont vraiment entre bandes dans leur bande de potes, hein, en fait, tout simplement, qui eux-mêmes font du doublage depuis comment dire, depuis des années, que entre bandes et qui sont effectivement. Pour contrer le côté mafia, je pense que Dorothée Pousseau n'est pas la bonne personne pour. La réponse est trop nulle, l'inverse existe, donc ça veut dire que ce que tu dis est faux. C'est un peu aussi le problème que j'aurais, et on a du coup donc quelle connerie, alors je sais pas pourquoi c'est censuré, et on a à côté, parfois je m'attends un film à toute la famille Garigeau, je rigole, oui voilà, Garigeau aussi, je crois que sa sœur également fait du doublage, du coup Alice Orsa qui dit, et du coup les boulangers de père en fils ça te dérange aussi, comme youtubeur ciné tu manques un peu de connaissances sur le milieu, oui les filles et fils d'eux existent, oui leur entrée dans le métier a été facilitée, oui ils ont conscience et réalisent leurs privilèges, alors... Putain, le côté boulanger, je vous avoue que pour moi c'est le pire argument. En plus, Alice, moi j'ai rien contre elle, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, enfin, pote de pote, tout ça. L'argument boulanger, j'avoue que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Et après, à côté, il y a quand même des gens qui disent que en vrai, enfin évidemment, tout métier a du népotisme, bien sûr, mais quand même, faut un peu doser. Et donc, moi j'ai aussi ce petit extrait. Alors. Ça, je voulais regarder la vidéo de base, mais malheureusement, elle a été supprimée. Donc, c'est une vidéo de Alexia Papineschi, fille de Michel Papineschi, et de Céline Monsara, si je me trompe pas, qui revient là-dessus. Le fils de boulanger qui se retrouve bloqué parce que son daron a une boulangerie. Bah ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce truc où moi, je connais plein de gens qui sont comédiens de doublage et où leurs darons sont comédiens de doublage, et en fait, ils pourraient faire tout autre métier. D'ailleurs, il y a un super film là-dessus qui s'appelle Enzo. Donc, c'est un film de Laurent Canté réalisé par Robin Campillo et qui est vraiment un truc où comment dire, un bourge peut devenir maçon. Ça, il y a aucun souci. Mais un maçon peut pas devenir bourge a priori. Enfin, c'est un truc où le rapport inverse est plutôt et pas tellement dans ce sens-là, quoi. Et donc, moi, je voulais regarder cette vidéo-là, donc du coup de Alexia Papineschi, qui malheureusement n'existe plus tout simplement parce que bah en fait le Jamie l'a défoncé en règle j'ai envie de dire, et il y a quand même un truc où moi personnellement j'ai rien contre le Jamie, je trouve qu'il fait du super contenu, juste bah la communauté de le Jamie est plutôt débile et probablement aller dans les commentaires d'Alexia qui a forcé à supprimer, ou alors c'est juste qu'elle a supprimé parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de bêtises dans ce qu'elle disait. Merci Izamashi pour le sub, et je vais juste lire le commentaire d'Ikakura. Ce système de célébrités hollywoodiens qui garantissent d'être millionnaire en 5 ans, c'est normal de se questionner sur l'héritage, mais sur des professions un peu artisanales comme ça, c'est un faux problème, comme si tout le monde devait avoir une égalité des chances pour faire la voix d'un personnage d'animé ou du prochain Nolan. Genre c'est un droit démocratique, tu sais, ce serait dû aux citoyens de faire une voix dans un film. Bah après j'ai quand même ce truc où en vrai, il y a énormément de gens qui sont conscients. Enfin, la plupart des gens que je connais qui sont des Nepo Baby dans le milieu du doublage, je pense à Esteban, où bah, du coup on en avait parlé dans le cadre du débat. D'ailleurs, il y a toute une session qui parle des Nepo Baby, où en fait, en soi, Esteban, il est absolument pas d'élu sur tout ça, même on en a parlé là récemment, il y a quand même ce truc où, effectivement, c'est un Nepo Baby, c'est un fils de comédien, et il n'y a aucun problème avec ça, il a aucun problème avec ce fait d'être fils de comédien, il est fils de Stéphane Hurtley, qui est adorable d'ailleurs, parce que j'ai aidé au déménagement d'Esteban, et il est vraiment adorable, et il y a un truc où quand même, il est dans une situation aussi qui est un peu paradoxale, parce qu'il a commencé entre guillemets en même temps que son père, parce que bah, son père a commencé quand il avait peut-être 10-11 ans, un truc du genre, et il l'a mis dans le milieu comme ça grâce à des facilités. Donc il y a quand même un truc où effectivement
mais après, bref, mais il est quand même pas non plus d'élu sur le fait que bah, ça reste quand même un Nepo Baby, même si il y a aussi un autre aspect mine de rien qui rentre dedans, c'est que bah, il faisait du doublage à la base en Belgique, et qu'il y a quand même un profond mépris pour ceux qui ne font pas du doublage en France. Il y a un profond mépris dans le milieu du doublage sur énormément de gens qui font du doublage ailleurs. Notamment, je pense également à ce tweet-là. Donc, alors, c'est un tweet d'annonce sur le carton de doublage du jeu Battlefield 6, avec du coup Bastien qui rajoute, c'est donc un doublage québécois pour cette grosse licence. On peut se douter que ce n'est pas une version française à cause des clauses liées à l'IA. Et donc, bah, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en mépris pour les doublages faits au Québec, faits en Belgique, etc. Sur le fait que ils nous volent notre travail entre guillemets. Donald Renew en parlait énormément il y a une dizaine d'années, il en parle un peu moins aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de mépris autour du doublage qui est fait en Belgique, tout ça. Ce qui n'est pas pour dire que l'expérience d'Esteban en Belgique était caduque, hein, évidemment. Mais voilà, quoi. Et déjà, le problème, c'est pas le népotisme, c'est la VF. Alors ça, c'est d'autres débats. Ça, c'est un autre débat. Mais clairement, alors, moi, j'ai quand même envie de dire que j'ai aussi, personnellement, un problème avec le népotisme. Mais en fait, j'ai le même problème avec le népotisme que tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, le népotisme, c'est un problème quand les gens sont mauvais. Tout comme Suzanne Lindon, par exemple, son film là, 16 printemps, j'ai trouvé ça très mauvais. Bah, j'ai un problème avec ça parce que je me dis que c'est quelqu'un qui avait absolument toutes les cartes en main pour faire un banger, pour faire un super film. Parce qu'il y a tout l'argent du monde. Son film, là, je crois, 16 printemps, il a coûté énormément de thunes, etc. T'as quand même ce truc où c'est avec des grands comédiens, enfin voilà. Et il y a de l'aide qui fait que avoir un petit budget, ah quand même 150 000, c'est pas énorme non plus, mais pour avoir un budget comme ça, genre 18 ans, je crois à l'époque, ou je crois encore moins, hein, mine de rien, c'était en 2020, donc elle avait 20 ans, pour raconter ses 16 ans, tu te dis quand même que mine de rien, c'est pas donné à tout le monde d'avoir 150 000 balles pour faire son film, hein. C'est clairement quelque chose où, moi pareil, je connaissais des gens qui disaient que en vrai, en vrai, par exemple, je connaissais quelqu'un qui était le neveu, je crois, de Guillaume Canet, quelque chose du genre. Et en fait, Guillaume Canet l'a aidé à faire son petit court-métrage. Enfin, voilà, quoi. C'est un truc qui se fait énormément, bien sûr. Le débat, c'est le monde de la culture plus la bourgeoisie culturelle qui se reproduit. La question du mérite là-dedans est franchement inutile. C'est encore une approche libérale des Nepo Babies. On me prive d'une opportunité. Ou alors, ce serait un problème de mérite. Bref, je trouve ça tellement pénible comme débat. Bah, je suis d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que moi, moi, le problème que j'aurais avec les Nepo Babies, c'est qu'ils sont bons. Là, le problème, c'est que la majorité des Nepo Babies sont plutôt très très bons. Mais pourquoi ils sont très très bons? Bah tout simplement parce qu'ils ont eu accès à des cours de théâtre, à des choses en fait auxquelles personnellement j'avais pas totalement accès quoi. Enfin et pourtant je suis quelqu'un de classe moyenne, je me suis jamais caché de ça, je suis quelqu'un de classe moyenne, vraiment classe moyenne haute même on peut le dire, en mode tranquille. Je le résume souvent en disant j'ai jamais eu faim. J'ai jamais eu de problème de thunes, enfin voilà. Même si je suis pas un bourgeois, enfin voilà. Mais globalement, typiquement, moi personnellement, en venant de la classe moyenne, un argument qui revient très souvent de la part des Nepo Babies, c'est de dire ouais, mais être comédien, il suffit juste d'aller dans un conservatoire et tu t'y inscris. Moi, j'ai appris l'existence d'un conservatoire et l'existence du fait de pouvoir aller dans un conservatoire quand j'avais 18 ans. Parce qu'en fait, les Nepo Babies sont tellement un peu déconnectés du monde qui est en dehors de leur monde à eux, qu'en fait, tout ce qui est tout ce qu'ils ont appris, c'est quelque chose qui est assez inné chez eux, mais parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut faire, les bonnes manières, les bonnes attitudes. Je renvoie également au documentaire, il y avait un documentaire Arte qui s'appelle les bonnes conditions, je crois, autour en fait, je crois que c'est interviewé des 12 à 18 ans ou des 12 à 20 ans, tout un groupe de lycéens qui est non mais oui, mais 150 000 c'est que dalle, mais 150 000 quand même. En fait, c'est que dalle pour un film, mais c'est pas rien non plus 150 000. Mais du coup, je renvoie au documentaire Les Bonnes Conditions. Pas en plus, il me semble que c'est par une des filles de Costa Gavras, si je me trompe pas, une autre fille de Costa Gavras. Mais Les Bonnes Conditions, qui est un super documentaire sur 13 ans. Voilà, c'est sur 13 ans par du coup voilà Julie Gavras, qui est du coup voilà, et qui est découpé en plusieurs parties sur des personnes qui sont dans le seul lycée public du 16e arrondissement. Et en fait, c'est du coup tout un milieu bourgeois. Et en fait, tout est ultra précis.
dans ce film-là. Tout est vraiment ultra nickel là-dessus, sur tous les habitus bourgeois des personnes, etc. Notamment, alors il y a des gens qui sont relativement insupportables, mais il y en a qui sont vraiment absolument horribles. En fait, il y a tous des habitus, en fait, je renvoie à tous les travaux de Bourdieu évidemment, mais tous des habitus de bourgeois qu'ils ont, qui est vraiment... Ah, qui tape énormément sur les nerfs, hein, bien sûr. Et en plus, ce qui est ironique, c'est que c'est produit par un des fils Gavras aussi. Putain, bah du coup, c'est vraiment le film des Nepo Baby sur des gens un peu bourges. Ça fait un petit peu rigolo aussi, quoi. Ça fait un petit peu rigolo. Mais forcément, enfin, c'est vraiment un super docu, évidemment. La meuf qui fait de la musique dans le métro. Non, mais le pire, c'est qu'il y a une meuf dedans, je crois, qui bosse dans un McDo, si je me trompe pas, et qui dit ah oui, j'ai bossé dans ce petit McDo, c'est quand même vraiment super, etc. Et oui, c'est un docu qui est vachement cité, qui a été vachement réact sur Twitch, notamment dans le Twitch plutôt de gauche évidemment, parce que bah ça reste un document vraiment super chouette à voir. Et il y a quand même ce truc où, enfin, je trouve que ça dit beaucoup de choses évidemment. Et en fait, le truc c'est que typiquement, quand les Nepo Babies te disent oui, mais t'as qu'à aller au conservatoire pour faire pour jouer de la comédie. Bah ouais, mais moi, j'ai appris l'existence de ce que c'était un conservatoire et de comment y aller quand j'avais peut-être 18-20 ans, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc où j'ai absolument pas baigné là-dedans. J'ai absolument pas baigné dans ce monde où je connaissais ça. Et ça, c'est un truc qui s'est plutôt délité. Je me souviens d'une interview de Bernard Tapie, mon héros, qui revenait sur ça, qui revenait sur le fait que pendant un temps, la JC, enfin, les jeunesses communistes, te donnaient des cours de théâtre et te donnaient en fait les conditions pour permettre justement de sortir un petit peu de la merde et de sortir un petit peu de la prolo-vie, j'ai envie de dire. Et où il parlait du fait que ça donnait des cours de violon, tout ça, des trucs du genre. Et ça, c'est un truc où en vrai, enfin, ça c'est de plus en plus délité. Il y a de moins en moins de gens qui proposent ce genre de service-là et qui proposent d'accéder à ce genre de truc-là. Il y a quand même un truc où le vrai problème des Nepo Babies, c'est qu'en vrai, bah, ils sont plutôt bons, bah, parce qu'ils ont baigné là-dedans, quoi. Parce qu'ils ont baigné dans ce côté, enfin, parce qu'ils ont baigné dans toute cette culture dominante où ils savaient exactement quoi regarder quand ils étaient plus jeunes. Moi, mes darons, ils sont pas du tout cinéphiles, ils ont pas beaucoup lu de bouquins, ils ont pas tellement de capital culturel. Ils ont certes un petit capital économique parce qu'ils ont su bien passer leurs billets, etc. Mais ils ont pas de capital culturel. Bah, en vrai, ils sont virtuellement. Si j'ai plus mes darons, j'ai plus rien. Enfin, il y a vraiment ce truc là où si j'ai plus mes darons, j'aurais plus mes habitudes, j'aurais pas d'habitudes de bourgeois, j'aurais plus rien. Et il y a vraiment ce truc où ma culture, j'ai dû la faire grâce à internet notamment. Et d'ailleurs, c'est quand même un truc où vous pouvez également énormément reconnaître les bourges à une question, c'est la question du piratage. C'est-à-dire que quand vous posez la question du piratage à des gens autour de vous, vous voyez à quel point il y a des gens qui sont nés avec un patrimoine culturel très puissant, où ils savent exactement ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut regarder, comment les regarder de manière gratuite ou en empruntant à des gens, etc. Pareil pour les médiathèques, typiquement. Apprendre l'existence d'une médiathèque, moi, c'est venu très tard, en fait. C'est venu quand je me suis installé dans ma petite ville et que je savais qu'il y avait une médiathèque, quoi. Et il y a vraiment ce truc où ils savent exactement où aller. Et ils savent exactement comment regarder des films à tel endroit, dans des rétrospectives, tout ça pour pas cher. Et ça, c'est des trucs où, même sans avoir un grand capital culturel, hein, j'entends, hein, c'est ça le truc. Et ça, c'est des trucs où quand t'es prolo, quand t'es de classe moyenne ou de classe plus modeste, bah t'as quand même un truc où, a priori, tu ne le sais pas ça. Et ça, et c'est pour ça que les prolos sont quand même une majorité à pirater, bon, même si tout le monde pirate en réalité. Et quand vous posez la question du piratage et que vous voyez des gens radicalement contre le piratage, c'est généralement symbole du fait que vous avez quand même beaucoup eu la médiathèque, tu sais ça à l'école primaire. Alors moi, pas du tout. C'est vraiment ce truc où peut-être mes darons avaient la flemme. C'est possible, hein. Moi, c'est possible que j'ai pas du tout grandi là-dedans. Mais voilà. Mais en tout cas, quand vous posez la question du piratage et que vous voyez des gens radicalement contre le piratage, c'est généralement témoin du fait que bah, ils se sont construits leur culture avec ce qu'ils avaient sous la main. Et donc, ce qu'ils avaient sous la main, ça veut dire qu'ils avaient quand même beaucoup sous la main, quoi. On est vraiment trop fort, on a raté nos carrières, mais on a joué en mode extrême hardcore, c'est pas si mal. Bah, un peu ça, je suis d'accord avec toi, One Card for Pain. Enfin, c'est pour ça que moi, typiquement, je sais que One Card for Pain, t'es allé à la Fémis, et moi, je sais que je regardais le docu de la Fémis, et je me disais, toi, je crois que tu y allé il y a quelques années, il y a
il y a relativement de temps, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de te vieillir, mais je sais que moi, la Fémis, la vision que j'ai, c'est le docu de Claire Simon, le concours, et que je suis en mode, bah en vrai, c'est plutôt bourge, quoi, mais en même temps, parce que, bah, évidemment, t'as quand même des gens qui sont, comment dire, qui, évidemment, quand tu 20 ans, putain, mais évidemment, t'as des gens qui, enfin, t'as beaucoup plus d'attrait à aller à la Fémis quand t'as une grosse culture cinéma et tout est fait pour faire en sorte que tu aies une grosse culture cinéma quand tu vas à la Fémis que quand t'es prolétaire et que t'as pas tellement de culture comme ça, quoi. Et je renvoie alors évidemment à la scène de Will Hunting que je cite très souvent en ce moment, mais la scène de Will Hunting, la scène culte de Will Hunting, je pense que je la passerai à la fin du live. Mais il y a quand même un truc où la discussion dans le bar, c'est quand même une des plus grandes scènes de l'humanité, je pense, et une des plus grandes scènes qui prouve énormément tous ces habitus-là de Nepo Babies, quoi. Parce que le problème des Nepo Babies, c'est même pas nécessairement d'être bien placé sur des rôles grâce à papa et à maman, c'est tout simplement d'avoir toute la culture nécessaire pour faire en sorte de pouvoir aller dans n'importe quel rôle et de pouvoir aller n'importe où. C'est pour ça que les Nepo Babies, c'est pas nécessairement... Moi, le problème des Nepo Babies, c'est pas nécessairement leurs parents, c'est en fait leur culture. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus général. C'est pas parce que t'es le fils d'un grand comédien que tu vas être placé sur tous les rôles de ton daron. Généralement, d'ailleurs, les Nepo Babies, vu que c'est un petit peu mal vu, ils sont dans une position un peu délicate où ils savent pas exactement s'ils doivent garder le nom de leur daron, tout ça. Et c'est d'ailleurs tout le truc avec Lou Howard, c'est que pourquoi elle s'appelle Lou Howard et pas Lou Vallée. Lou Vallée, elle aurait eu bien plus de rôles là-dessus, quoi. L'autocensure aussi qui est Nicolas Pope, mais évidemment il y a plein de trucs à redire là-dessus, quoi. Faut abandonner Nepo Baby et revenir à fils de fille. Non mais oui, mais le terme français est trop trop sous-coté, je trouve aussi. Donc bon, je connais ton daron, il me connaît ton daron. Je sais pas si c'est une punchline, mais mais Glucksmann Nepo Baby, tout à fait. Glucksmann gros Nepo Baby. Mais il y a quand même aussi un truc, moi je me souviens d'une grande vidéo de Pierre Ninet qui parlait, vous voyez je pense la vidéo où ça parlait du fait que il parlait de sa prof de français, un truc du genre, qui ne faisait que la critiquer et dire qu'il ira nulle part, etc. Et qu'aujourd'hui, il est sur la couverture du Comte de Monte Cristo, couverture abominable du Comte de Monte Cristo. Et après, tu regardes juste sa fiche Wikipédia. Né à Boulogne-Billancourt, donc déjà, juste ça, c'est quand même quelque chose. Fils de François Ninet, professeur de cinéma documentaire à l'école normale supérieure et à la Fémis. Et d'une mère qui écrit des manuels de loisirs créatifs. D'ailleurs, c'est quand même un truc où juste écrire des manuels de loisirs créatifs, il n'y a pas besoin d'avoir son nom. C'est impossible à avoir. Mais quand même, juste, t'as François Ninet, quoi. Donc bon. Oh putain, pardon. Merlich, mais je crois que c'est juste parce que ça m'a fait penser au nom d'un de mes profs de SVT, pour le coup. Mais puis bon, ça manque de gueule, ils sont tout lisses, tous. Les Nepo Baby, bah il y a un peu de ça quand même, hein. Il y a un peu de ça. Mais la reproduction sociale se voit quand c'est le même taf, mais si un fils d'acteur riche finit médecin, c'est aussi un problème. Bah, bien sûr, en fait c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, avoir toutes les bonnes conditions et tout pour... Enfin, ne serait-ce que, typiquement, moi je sais qu'il y avait une polémique aussi autour de quelqu'un sur TikTok qui, en gros, elle disait, ah oui, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup crari de gauche. Je sais plus qui c'est, je m'en fous de son nom, dites pas son nom, on s'en fout. Mais quelqu'un qui faisait crari de gauche et qui à un moment faisait un TikTok pour dire, alors, je suis allé dans l'appartement que m'a payé ma daronne. Et t'es en mode, ah. C'est quand même quelque chose, quoi. Breaking news, Sarko à la prison de la santé le 21 octobre. Et vous voyez les Nepo Babies. Le fils Sarkozy, il a que dalle pour lui. Il est vraiment nul. Et les gens le pointent du doigt justement parce qu'il est particulièrement nul. Alors que pourtant, il y a des Nepo Babies en politique qui sont, on peut le dire, plutôt basés. Je veux dire, on peut dire que David Guiraud, fils de Daniel Guiraud, ancien maire socialiste des Lilas, là où je suis, ancien président de Paris Métropole et conseiller, bon, donc voilà, quand même, grosse carrière politique. On peut dire que David Guiraud, malgré le fait qu'il soit Nepo Baby, moi, perso, je m'en fous. Enfin, tant qu'il fait le taf, tant qu'il fait des bons tweets et il fait pas des tweets sur One Piece à la con, en vrai, bon taf. Genre vraiment. Et il y a quand même ce truc où, a priori, plutôt bon taf. Donc c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que les gens ont majoritairement un problème avec les Nepo Babies quand ils sont mauvais. Parce que quand ils sont vraiment excellents et que tu sens vraiment qu'ils sont super chouettes et que en vrai ils ont pas pris tant de détours que ça et qu'ils prennent un petit peu des risques, bah là les gens sont plutôt à presque oublier que c'est des Nepo Babies et à se dire en vrai bon allez vas-y pourquoi pas. Je prends je sais pas comme exemple la fille de Kate Winslet qui est dans le dernier Wes Anderson.
bah en vrai, les gens ont aucun problème avec ça, ont aucun problème avec son interprétation, acceptent plutôt bien la chose. Vincent Cassel, pareil, les gens ont pas tellement de problème avec le fait qu'il soit dans des films. Actuellement, ils en ont, mais à l'époque de la haine, les gens avaient pas tellement de problème. Cooper Hoffman est plutôt vu comme un super bon Nepo Baby, mais parce que, bah, en vrai, il joue super bien, il est super fort. Vas-y, pourquoi pas. Maintenant, effectivement, enfin là, on a la dynastie du Hamel. T'as quand même ce truc où la dynastie du Hamel aussi, pareil. Alors, c'est des gens où c'est alors, en plus des liens entre politiques et journalistes qui presque font devenir complotistes en mode dîner du siècle, tout ça. Mais maintenant, quand t'as des Nepo Baby comme, je sais pas, est-ce que vous avez des exemples de vraiment très mauvais Nepo Baby comme, comme les frères Kircher? Bah oui, moi je peux les voir en tableau parce que je trouve qu'ils sont extrêmement mauvais. Et en plus, là où le bas blesse, c'est que en plus d'être extrêmement mauvais, bah t'as vraiment ce truc où c'est en plus c'est en plus des personnes qui avaient tout dans leurs mains. C'est-à-dire que probablement que parfois ils commencent chez leurs parents, qui sont portés par leurs parents. Je pense notamment à Bryce Dallas Howard, où c'est la fille du coup de Ron Howard. Ron Howard qui était lui-même acteur et réalisateur, acteur notamment dans le dernier Hitchcock, je sais plus exactement, je crois un truc du genre, mais qui était un grand acteur, etc. Et où tu dis bah, qu'effectivement, a priori, ça devrait être quand même effectivement, elle a tout pour réussir. Et en vrai, elle passe plutôt inaperçue, Bryce Dallas Howard, parce que bah, elle n'est pas à jouer l'école de la vie. Et on pense pareil, enfin, et il y a aussi tout un rapport, pas nécessairement à la nullité des Nepo Babies, mais aussi tout simplement au fait de dire j'ai fait l'école de la vie, alors que bah, en vrai, tes parents, tes parents sont dans le milieu. Je pense notamment évidemment à cette grande interview de Léa Seydoux dans laquelle elle dit j'ai fait l'école de la vie, alors que en vrai, il y a aucun problème, en fait, il y a aucun problème à être un nepo baby si tu l'assumes, si tu assumes que tu es nepo baby, que tu essayes un petit peu de faire des moves pour faire en sorte que d'autres personnes puissent intégrer le milieu. Mais après, moi j'ai aussi une autre question à poser parce que moi je suis pas anti nepo baby parce que je me dis comment être anti-Nepo Baby? Qu'est-ce qu'il y aurait comme acte pour être anti-Nepo Baby? C'est d'ailleurs tout ce qu'on se pose comme question dans justement l'épisode de 24 fois la vérité, c'est de se dire qu'est-ce qu'il est possible de faire contre les Nepo Baby? Enfin, qu'est-ce qu'il est possible concrètement de faire? Est-ce qu'il faudrait mettre des quotas de Nepo Baby dans le milieu et de dire à toi tu rentres pas parce que tu es le fils d'un tel, la fille d'un tel? Je veux dire, pourquoi pas? Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer le népotisme dans le cinéma? Ou dans le doublage, ou partout, dans tout milieu artistique. Parce qu'effectivement, c'est un problème d'avoir que des fils d'eux et des filles d'eux. Moi, je suis d'accord. Mais globalement, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Juste pas aller voir les films avec eux. Ça, c'est un truc où vous allez pas voir beaucoup de films, du coup, parce qu'il y a énormément de népotisme, hein, on va pas se mentir. Hein. Même dans le dernier Paul Thomas Anderson, il a réussi à placer sa fille. Donc bon. Un vrai Nepo Baby qui se respecte se termine dans la drogue et l'alcool. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu les fais bosser comme régisseur. Ah, est-ce que t'as pas un côté aussi, comment dire, très stagiaire régie pendant 5 ans. Mais est-ce que t'as pas un côté comme dans le film justement Les Bonnes Conditions où t'as quelqu'un qui te dit ouais alors moi j'ai bossé à McDo pendant 3 mois, j'ai beaucoup appris en fait. Donc bon c'est quand même un truc ça reste quelque chose d'assez regrettable quoi. Investir dans l'école. Pour moi la seule manière de contrer le phénomène des Nepo Babies c'est pas nécessairement d'être contre les Nepo Babies, mais d'être pour les jeunes acteurs qui débarquent de nulle part, qui sont inconnus, qui n'ont pas particulièrement des fils et des filles, qui sont pas particulièrement des fils et des filles d'acteurs reconnus. Moi, je pense notamment j'ai regardé récemment Théodore Pellerin. Je vois sa mère est dans. Donc en fait, non, c'est pas l'exemple que je voulais prendre, mais je voulais prendre un autre exemple de quelqu'un où je me disais qu'en vrai, quand même. C'est pas nécessairement enfin c'est des acteurs qui peuvent vraiment émerger de nulle part et vraiment être extrêmement bons. Est-ce que dans d'autres pays on a des fils d'influenceurs? Alors c'est pas que t'as des fils d'influenceurs pour l'instant, l'influence c'est un truc relativement récent, mais c'est qu'en fait t'as des gens qui savent exactement les codes, qui savent exactement comment se placer, qui sont... t'as aussi des gens qui sont... Notamment, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui disait que... en gros, c'est... comment dire qui disait... Enfin, qui était le fils d'un grand pilote de Formule 1, je crois, un truc du genre, et qui avait du coup une baraque de dingue, etc., et qui montrait son quotidien, etc., de riche. Tu dis, waouh, putain.
Vraiment, hein. Quand je dis influenceur, je parle de youtubeurs, streamers, Insta. Bah, c'est encore trop tôt, hein, malheureusement. Hein. C'est ça le truc. Hein. Les Kardashian, les filles Jenner, ouais c'est vrai, c'est vrai. Jean-Pierre Laforce, le mixeur de tout le cinéma français qui fait entrer son fils dans le game quand on sait à quel point ce poste prestigieux est difficile d'accès pour les gens du son. En tout cas sur les plus grosses productions, ça me gêne. Bien sûr, bah en fait avoir des passe-droits comme ça, et encore une fois on revient avec les Duhamel, parce que ce qui avait gêné dans la nomination de Benjamin Duhamel, où je crois qu'il est à France Inter maintenant, c'est que bah en fait ça fait que 3 ans qu'il est dans le milieu, quoi. Ça fait que 3 ans qu'il est journaliste, il a pas vraiment fait ses preuves, quoi. Enfin ça fait très peu de temps qu'il est journaliste en tout cas, il a pas tellement fait ses preuves comparé à certains qui sont censés rentrer à France Inter de manière plus méritocratique entre guillemets. Après du coup, je trouve dans les Nepo Babies, il y a un peu une vision aussi du mérite, et de dire telle personne mériterait d'être là parce qu'il a plus travaillé, avec laquelle je suis pas tout à fait à l'aise non plus. Même si je suis d'accord que effectivement les Nepo Babies ne méritent rien non plus, évidemment. Pour moi, tes filles ou fils de grands comédiens, comédiennes, t'as intérêt à être bon. Parce que si t'es mauvais, bah là, t'as vraiment tout perdu, quoi. T'avais toutes les cartes en main pour être bon, et t'as été le plus mauvais du monde. Vas-y. Encore trop tôt, mais imagine un youtubeur qui a eu son gosse en 2010 par exemple. Aujourd'hui, le gamin pourrait tenir une chaîne YouTube pour enfants, ados, type Swan et Neo. C'est vrai, mais je pense que c'est encore vraiment bien trop tôt quand même, hein. Bien trop tôt pour voir des fils d'influenceurs. Par contre, t'as des gens, enfin typiquement les influenceurs cinéma, pour le coup, pour parler d'un domaine que je connais un petit peu. Bah, en vrai, en soi, les influenceurs cinéma, il y en a beaucoup qui, en fait, ont la culture cinéma grâce au fait que leur daron était très cinéphile et qui regardait beaucoup de films, quoi. Il y a quand même ce truc où, a priori, ça aide énormément dans la balance, quoi. Ça aide énormément dans la balance, et que ça fait que a priori, t'as un capital culturel que n'aurait pas quelqu'un de plus prolétaire ou de plus classe moyenne, quoi. Mais c'est pour ça, enfin moi je voulais regarder, alors j'ai été coupé dans ce que je disais, pardon, je suis très brut de décoffrage dans cette VOD là, dans cet extrait là, mais dans cet extrait de live, mais en vrai moi je sais que j'ai vu cette vidéo là passer, j'étais un peu d'accord avec tout. Là où je trouve qu'il y aurait un petit problème dans la vidéo, c'est qu'en fait, mais c'est pas un problème de la vidéo, c'est que la personne originelle, du coup, Alexia Papiteshi, a supprimé sa vidéo. Alors, je sais pas si elle a eu un harcèlement, si elle a voulu juste le supprimer comme ça, mais je trouve ça un petit peu dommage parce que moi, j'aurais juste voulu mater la vidéo originelle. Mais bon, on va regarder le Jamie, c'est très bien, hein, bien sûr. Mais il y a quand même un truc où je suis pas pour le fait que des gens suppriment les vidéos ou se fassent supprimer les vidéos. Parce que bah y a quelqu'un qui répond, ça me paraît un petit peu débile, et c'est pas de la responsabilité de Jamie, hein, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. Maintenant la personne a supprimé la vidéo, bon bah ça veut dire qu'il y a des débiles fans entre guillemets de Jamie, parce que c'est des débiles qui sont allés pour faire supprimer la vidéo, quoi. Et moi je suis pas pour ça, moi je suis toujours pour le fait de conserver les vidéos, peu importe qu'il y ait des gens qui en parlent ailleurs, etc. Mais par contre, tu dis une opinion sur internet, bah il y a des gens qui peuvent y répondre. Il y a des gens qui y répondent. Ça c'est quand même un truc où, a priori, tu dis ton opinion sur internet, des gens peuvent y répondre. Sinon c'est le fascisme et personne ne répond à ce que tu dis sur internet, ça me paraît un peu dérisoire, quoi. Et ben ce sont les enfants. Qu'est-ce que c'est les Nepo Baby? Et ben ce sont les enfants d'eux. Donc en fait il y en a partout. Il y en a dans le théâtre, il y en a dans le cinéma, il y en a dans le doublage, mais il y en a aussi dans les autres métiers. Quand par exemple Jean-Michel reprend la boulangerie de son papa Jean-Luc, ben c'est un Nepo Baby aussi. En fait Alors, en fait, je suis désolé, mais l'exemple de la boulangerie, encore une fois, mais non, c'est Ragno, pardon. Je supprime ton message au cas où des gens y croiraient vraiment. Mais, je suis désolé, mais l'exemple boulangerie, tout comme l'exemple, je sais pas, facteur, commercial Carrefour, des trucs du genre. Faut être honnête, c'est vraiment le pire exemple à reprocher, à donner contre les Nepo Babies, quoi. C'est vraiment un truc où, a priori, tout le monde peut devenir boulanger, quoi. Il y a quand même un truc où tout le monde peut devenir boucher. Il y a même, moi, on me disait en cours d'économie, quand j'étais au lycée, en SES, là, que, il y avait une pénurie de bouchers. Donc, bah, les gens peuvent devenir bouchers. Il n'y a pas besoin de reprendre la boucherie de papa pour le faire. Juste, tu peux venir, tu dis, ah bah, je suis boucher. Ah, tout le monde t'accueillera les bras ouverts et te dira, bah oui. Et il y a quand même un truc où, déjà, il y a aussi cet aspect-là, ben d'accord, l'influence qu'a un artisan ou un manutensier n'est pas comparable à celle du milieu du cinéma. Après, reste que l'influence macroscopique peut vraiment avoir un petit aspect quand même. Et il y a des gens qui peuvent être
assez prolifique là-dessus, dans ce genre de métier-là, parce que, ben, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui sont comédiens qui n'ont pas tellement beaucoup de thunes aussi. Même si ça peut être des fils d'eux, même s'ils ont un bagage confortable, c'est juste que généralement les fils d'eux ont plutôt du mal à demander de l'argent à leur daron, ça peut arriver. Donc ils le font de manière très cachée, etc. Ou alors ils demandent des contacts, tout ça. Typiquement, parce que ça parlait des Nepo Babies dans le milieu de l'influence. Mais il y a aussi des Nepo Babies qui sont des fils de grandes personnalités médiatiques. Je pense notamment à McFly et Carlito. Et ça, pour le coup, c'est un truc où, en vrai, alors à la fois ils sont honnêtes là-dessus, ils le cachent pas. Mais, bon, en même temps, parce que tu peux pas trop le cacher pour Carlito. Mais ils sont pas très honnêtes sur le fait qu'ils disent ouais, ça nous a jamais servi. Notamment, il y a une vidéo, alors je l'ai pas retrouvée pour le live, mais je voulais la mettre de côté, mais je l'ai pas retrouvée. Mais il y a une vidéo où je crois que t'as... en tout cas, j'ai pas trouvé le timecode exact. Je crois que la vidéo dure 1 heure, j'ai la flemme de tout regarder. Mais t'as... parce que du coup, Carlito, c'est le fils de Guy Carlier. Ça, tout le monde le sait, enfin voilà. Mais McFly, lui, c'est le fils d'un journaliste qui a bossé à France Télé, je crois, pendant 20-30 ans, un truc du genre. Et en fait, à chaque fois, ils disent, ouais, alors, on est des fils de grandes personnes du milieu, etc. Mais ça nous a jamais servi. Bon, alors, ça nous a servi quelques fois pour avoir des carnets d'adresses. Oui, comme si tout le monde les avait. Comme si tout le monde les avait, ces carnets d'adresses-là. Comme si tu pouvais contacter. Parce que, rappel, hein, McFly et Carlito, ils ont commencé avec une émission qui s'appelle Le Fat Show. Et on va juste regarder 5 secondes les invités du Fat Show. Alors, invité numéro 17. Donc, c'est des émissions il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, ils connaissaient déjà Jonathan Cohen. Ils connaissaient déjà, si on regarde un peu, ça a été supprimé le Fat Show. Le premier, c'est avec Mustapha Alatrassi. C'est pas quelqu'un qui, à l'époque, il y a 12 ans, tu pouvais inviter comme ça. On va juste regarder, attendez. Parce que je crois que si on va sur leur chaîne, qu'on va les plus anciens, t'as les Fat Show, t'as les trucs du genre. Sur la deuxième, ils invitent Antoine de Maximi. Haut du panier quand même. Anna Paulina qui bossait à Dorsel. Ça, à la limite, je pense que a priori, tu pourrais la contacter, elle pourrait venir. A2H, Nefanaï. Donc, ils essayaient quand même d'inviter d'autres gens, Gaël Mektoub, tout ça. Mais je crois notamment qu'il y a un épisode où il y a Gérard Darmon. Alors, pour avoir Gérard Darmon il y a 12 ans, c'est quand même qu'a priori, t'es plutôt connu dans le game. Pour avoir Yacine Bellous il y a 12 ans aussi. Après, il y a 12 ans, peut-être moins. Kayane, ça à la limite. Voilà, ils essaient quand même un petit peu de mixer. Mais il y a quand même un truc où... Bah, je crois, justement, tu mentionnes Michel Drucker. Mais je crois qu'ils ont invité Michel Drucker à un moment dans une émission aussi. Donc, t'as quand même ce truc où, a priori... Catherine Laborde. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Hein. Après, c'est pas une star Guy Carlier. Alors, aujourd'hui, oui. Voilà. Michel Drucker. T'as quand même un truc où inviter Michel Drucker... Les frères Bogdanov. Bref, inviter toutes ces personnes-là dans ton émission comme ça, qui à l'époque faisait pas tant de vues que ça en plus. Aujourd'hui, les gens se les rematent, mais à l'époque, ça faisait pas tellement tant de vues que ça, il y a 12 ans. Et t'as quand même ce truc où, a priori, inviter ce genre de personnes-là, même si c'est pas quelqu'un, enfin voilà, le Guy Carlier, peut-être qu'aujourd'hui il est moins connu, à l'époque c'était quand même une grosse star, et il avait quand même un putain de carnet d'adresses, et pareil pour le daron de McFly. Donc t'as quand même ce truc où vouloir cacher un petit peu ce truc, enfin pas vouloir cacher, mais ne pas assumer le fait que ça a aidé, c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin moi je trouve que c'est pas honnête. Je trouve que c'est pas honnête parce que moi demain je vais me lancer sur YouTube, j'ai pas ces contacts là. Hein. Pourtant je suis un peu connu de niche entre guillemets, j'ai vraiment pas ces contacts là quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être honnête, faut dire bah oui effectivement, moi ça m'a permis d'avoir des carnets d'adresses, ça m'a permis de me lancer. Aujourd'hui j'essaye de le dépasser, mais j'ai quand même un attachement à ça. Après tu peux critiquer tes darons, tu peux avoir un aspect de dire que en vrai c'est pas des bons darons, etc. Comme tu veux, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Mais en vrai, Roselyne Bachelot. Pourquoi ils ont invité Roselyne Bachelot? C'est une folie. Pourquoi ils ont invité elle? C'est vraiment, il y avait plus rien. Je sais pas quoi. Donc bon. On parle de certains influenceurs masqués pour pas qu'on sache que leur daron est Claude Zidi. Alors, j'ai aucune idée de la théorie du complot que t'as, Slurg, mais j'avoue que je veux bien savoir parce que moi, ça m'intéresse aussi. Enfin, c'est pour ça que, enfin, a priori, quand vous êtes des Nepo Baby, juste assumez. C'est vraiment ce truc, quoi.
T'as peut-être 500 fois plus de talent, c'est pas le problème, t'auras jamais les moyens de tes ambitions à la vitesse à laquelle ils peuvent produire les dés sont pipés. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Parlez de Zoltan. Zoltan? C'est qui ça, Zoltan? Perso, à leur place, je cache. Ok, j'ai aucune idée de qui c'est. Hein. Zoltan, anciennement critique masqué, est le fils de Claude Zidi. Wow, putain. Claude Zidi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un grand réal du cinéma français. Notamment, c'est lui qui a réalisé le premier film live-action Astérix. Hein. Enfin, voilà. Pardon, je suis un peu enrhumé, les gens. Mais clairement, pour moi, voilà, faut assumer quand t'es Nepo Baby, quoi. C'est vraiment ça. Et faut pas se cacher. Et il y a aussi ce truc où, pour revenir un petit peu à l'exemple là qui est donné du coup par Alexia Papineschi, c'est qu'il y a quand même cet aspect où être fils de boulanger, enfin, tout le monde peut devenir boulanger. Tout le monde ne peut pas devenir comédien de doublage parce que le milieu, pour le coup, est assez fermé. Et aujourd'hui, ce qu'on observe d'ailleurs, et c'est des trucs où je sais que ça en parle beaucoup dans le milieu, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des écoles de comédiens de doublage. On a déjà observé un petit peu, notamment on peut aller sur Dub School et regarder parce que moi j'en ai rien à foutre et que je trouve que c'est vraiment ultra cher ça. Alors on en avait parlé ici parce qu'il y avait une affaire autour du fait que ça utilisait de l'IA, un endroit, tout ça, enfin voilà. Mais on va regarder typiquement les formations doublage parce que effectivement oui tout le monde peut devenir comédien de doublage si t'es approuvé par Dub School, etc. Et il y a vraiment un truc où effectivement ça t'aide énormément parce que tu vas avoir une grosse formation. Reste que si je m'inscris comme ça, inscription. Quelle formation? Je veux prendre la formation doublage, tiens. Sur Paris. Ils cachent leur prix? Ils cachent leur prix ou quoi? Je suis comédien professionnel. Quel financement utilisez-vous? Autofinancement. Ah putain, ils cachent leur prix. Ils cachent leur prix maintenant. Tac, tac, tac. Bon, comme si, tac. Alors attendez, il y avait un truc tarif des formations. Mais je crois qu'on avait regardé, c'était de l'ordre de... Genre, voilà. Ouais, c'est un peu plus caché quand même, mais 3000 balles pour 5 jours de formation... C'est pas donné à tout le monde, quoi. Alors là, on parle pas de bagage culturel, etc. Mais c'est quand même pas donné à tout le monde non plus. Donc évidemment, oui, le milieu est surchargé et la solution pour y rentrer, c'est soit d'être un Nepo Baby, donc d'être un enfant de star et de star du doublage et de vraiment avoir des grands contacts à l'intérieur, soit d'être un star talent. D'ailleurs, les gens du milieu du doublage n'aiment pas trop les star talent, on se demande pourquoi. Soit d'être formé au doublage grâce à ce genre de formation-là qui coûte 3000 balles. Ou c'est pas super sûr, quoi. Je sais pas si c'est pris en charge, je crois que c'est pris en charge ailleurs, quoi. C'est réservé aux 10% les plus riches, dis-le, n'aie pas peur. Mais en fait, c'est tout d'ailleurs le paradoxe du doublage, et c'est pour ça d'ailleurs que il y a beaucoup de gens qui montent un petit peu au créneau quand ça mentionne les Nepo Babies, c'est de dire qu'en fait, le doublage pendant très longtemps c'était vu comme les laissés pour compte de la comédie et du jeu d'acteur. Comme vraiment des gens qui sont pas des moins que rien, mais comme en fait des gens qui sont assez... Enfin, des laissés pour compte qui sont pas suffisamment bons pour jouer au cinéma. D'ailleurs pour ça que beaucoup de gens dans le milieu du doublage sont assez aigris vis-à-vis du doublage, notamment les plus anciens. On pense à Feu Éric Legrand évidemment qui était assez critique là-dessus et qui disait que le doublage c'était de la merde. Mais maintenant que le doublage s'est plutôt installé depuis une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus, mais surtout depuis quelques temps que ça a remonté en estime grâce à Internet, tout le monde veut faire du doublage, notamment parce qu'en plus il y a beaucoup de travail. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment, qui veulent rentrer dans ce milieu-là parce qu'ils voient qu'il y a de la thune, qu'il y a énormément de thunes. Ça pareil, on en parle dans l'émission 24 fois la vérité, on en parle de manière très ouverte là-dessus, de dire qu'il y a énormément de thunes dans le milieu du doublage, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment rentrer là-dedans exclusivement parce que ça fait de la thune et qui sont motivés que par ça, ce qui est assez regrettable d'ailleurs. Et il y a vraiment un aspect où là-dessus les Nepo Babies c'est vraiment des gens qui sont placés là mais presque comme des placements quelque part, ce qui est assez effectivement regrettable, je pense qu'on peut se le dire. Et en tout cas où c'est pas motivé par une grande passion pour la comédie, pour le doublage, pour que sais-je. Ce qui bon est pas terrible non plus, on peut se le dire également. Et moi ce que j'observe, ce que j'observe beaucoup, c'est que pendant un temps le doublage était vu comme quelque chose d'absolument les parias, les parias de la comédie, les sous-comédiens, les comédiens de seconde zone, comme ça dit. Et aujourd'hui, il y a énormément de thunes, quoi. Il y a moins de thunes que chez les avocats et médecins. Alors, Terraino, pas chez tous. Pas chez tous non plus. Clairement. Clairement, pas chez tout le monde non plus. Hein, voilà. Il y a quand même des comédiens qui gagnent
très 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 bien leur vie à base de 5, 6 chiffres par mois. Donc il y a vraiment des comédiens qui gagnent très très bien leur vie. Il y en a qui galèrent, hein, comme beaucoup de comédiens, hein, bien sûr. Sur la moyenne, la majorité des comédiens qui font du doublage galèrent. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent très très bien leur vie. Notamment, alors attendez, je peux vous le montrer avec une vidéo très très pratique là-dessus. Si je tape ça et que je tape ça, je crois qu'il y a une vidéo comme ça. Tac, c'est pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Mais en gros, il y a une vidéo de Mamie Twink qui est coachée, entre guillemets, par Pierre-Alain de Garrigue. Pierre-Alain de Garrigue, grand comédien, qui fait notamment dans la publicité. C'est là où il y a de la thune, hein, énormément. Et, et alors, à un moment, il rentre chez lui. Alors, c'est quand même un truc où ça reste un vlog très personnel. Donc, il dévoile beaucoup de sa personne. Mais il vit bien. Je pense qu'on peut dire que Pierre-Alain de Garrigue vit plutôt bien dans ce genre d'appartement-là, sachant que c'est des grands apparts tout de même, au milieu de Paris. On peut se dire qu'il vit bien. On peut se dire que c'est des gens qui vivent vraiment plutôt bien. Je suis le premier à être assez critique des médecins qui font chier à dire qu'ils sont sous-payés alors qu'en vrai, bah, c'est juste qu'ils sont sous-payés pendant un an et après ils sont super bien payés tout le reste de leur vie, etc. En vrai, il y a des médecins précaires, il y a des infirmiers précaires. Ma mère bosse dans le médical, donc je le sais. Mais il y a quand même un truc où, a priori, c'est quand même, on peut se dire que Pierre-Alain de Garrigue, c'est pas quelqu'un qui gagne très peu sa vie, quoi. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de gens qui font du doublage et qui sont très reconnus, hein. Alors après, pas tout le monde est comme ça c'est quelque chose qui est atteignable. Comédien de doublage, je crois que c'est, on en parlait justement dans l'émission, mais il y a peut-être 7000, 10 000 personnes qui bossent dedans. Ça, c'est le top 1%. Vraiment, le top 1%, les 100 personnes qui vraiment gagnent super bien leur vie sont comme ça. Le reste, il y a aussi, bah, peut-être, allez, peut-être, là je dis des chiffres à la volée, mais peut-être 30% qui vraiment galèrent. Mais vraiment galèrent en mode, moi je connais des gens qui font de l'animation pour enfants à côté, qui même ont un autre boulot à côté, en mode en dehors de la comédie, des trucs du genre, et qui vraiment sont à galérer énormément à côté, quoi. Et donc c'est pour ça que ça c'est comme chez les comédiens en général du coup. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pour ça que dire que comédien de doublage, bah, ça rapporte pas beaucoup, moins que médecin ou avocat, pas tous. Vraiment pas tous, quoi. Vraiment pas tous. En fait, c'est plus que médecin et avocat, ça gagne de manière assez stable, relativement. En tout cas pour les avocats, peut-être pour les médecins, enfin pour les médecins de manière générale assez stable, mais dans le corps médical, ça peut y avoir des variations bien évidemment, entre genre un prothésiste, un anesthésiant, quelqu'un d'autre, tout ça. C'est pour ça que aussi que Régé parle de mafia, non? En fait, il parle de mafia pour le côté népotisme. Maintenant, bah, il y a du Enfin, moi, je suis pas d'accord avec le côté mafia pour le côté népotisme. Par contre, il y a énormément de gens qui sont dans des bulles dans des bulles d'entre-soi, qui tel comédien peut pas carrer tel autre comédien, etc. quoi. Donc bon, tu sais, si c'est moins pour les Lyonnais comment ça, qu'ils sont moins bien payés. Ils sont moins bien payés, hein, les Lyonnais, parce qu'ils sont payés au cachet, hein, bien sûr. Mais je sais pas exactement je crois quand même que une majorité du doublage, comme en fait le truc qui fait qu'à Paris il y a énormément de bourges, c'est qu'il y a énormément de doublage, quoi. En Belgique, les comédiens enfin c'est un truc où c'était des discussions que j'avais avec des comédiens, pas avec Esteban pour le coup, mais avec d'autres comédiens, où en fait en Belgique les personnes qui vraiment bossent tout le long du mois, tout le temps, gagnent bien leur vie. On va être honnête, ça va. Ils sont au-dessus de la moyenne, enfin de la moyenne des gens qui sont de la moyenne, de la médiane, même. Voilà, peut-être je saurais pas dire en vrai à la volée, mais voilà du début de 5 chiffres, quoi. Peut-être, on va dire. Mais les gens en France, c'est vraiment un autre niveau, quoi. C'est peut-être 10 fois plus. Et c'est des trucs où c'est des choses qui s'entendent, quoi. Enfin voilà. Et en gros, enfin c'est un truc où a priori à Lyon, je pense que c'est encore pire. À Lyon, je pense que c'est encore plus galère entre les gens qui galèrent à être comédien à côté. Enfin, être comédien en dehors de Paris, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est aussi pour ça que moi, le phénomène des nepo babies, c'est un truc où mine de rien, ne serait-ce que naître à Paris fait que t'as un avantage. Et naître en région parisienne également. Parce que j'entends que naître à Boulogne-Billancourt ou à Neuilly-sur-Seine, c'est encore mieux, limite. Mais t'as un truc où, mine de rien, ne serait-ce que naître à Paris, c'est déjà un avantage quand t'es nepo baby. Ça, c'est sûr et certain. Problème.
Donc là, c'était pour l'argument du boulanger. Ça, on peut se dire que l'argument du boulanger, désastreux. Encore une fois, je rappelle la définition. C'est un enfant qui exerce un métier qu'il n'aurait pas exercé si tes parents n'avaient pas été dans ce métier-là. Tu viens de Paris, toi? Pas du tout. Moi, je viens de Marseille. Moi, je viens de Marseille et monter à Paris, ça a été une galère pour plein d'aspects, quoi. Et d'ailleurs, il y a un peu cet aspect de se dire que si, genre, demain, si je me fais virer de mon appart, ce qui peut arriver, si mon proprio est un peu chiant, où est-ce que je vais? Enfin voilà, et c'est un truc où moi j'ai saisi une chance où j'ai dû venir grâce à un truc en mode étudiant à l'époque, et sinon j'aurais pas pu venir, quoi, clairement. Déjà, vouloir être dans le milieu audiovisuel sans être à Paris, si t'as pas envie d'être dans les sites comme OSEF, ouais, bah voilà, c'est ça. Et typiquement, le milieu audiovisuel, c'est quand même un milieu, en vrai, on va être honnête, même s'il y a des précaires, même s'il y a des gens qui galèrent, ne serait-ce que le fait que ça soit un milieu assez parisien, fait que c'est un milieu plutôt proto-bourge, quoi. Donc bon. Comment t'as pu... Je vais pas tout dire en vrai de ma vie des gens, je garde un petit peu des brins de côté. Mais c'est juste que bah, mes darons m'ont bien aidé. Je suis pas proprio de chez moi, hein, évidemment, mais il y a quand même un truc où, en vrai, c'est juste... Moi, j'étais étudiant en stage à l'époque, et en fait, quand t'es étudiant en stage, t'as plus de facilité, quoi. T'habites où? J'habite au 27 rue du Ketchup Béranger. J'espère que tu vas... Perso, je suis né à Paris, mais j'ai grandi à la campagne. Et alors, je dis technicien en Grand Est, on sent qu'il y a un autre traitement que les Parisiens. Bah oui, évidemment. Mais évidemment, il faut rajouter que on parle de métiers qui sont prisés. Évidemment. Oui. Le problème du népotisme, ce n'est pas que le fils du boulanger ouvre une boulangerie. On s'en fout de la baguette, de la népo-baguette, les gars. Oui, voilà. C'est ça aussi. C'est-à-dire que, bon, au bout d'un moment, je m'en fous que le type qui me vend ma baguette, ça soit un fils de boulanger également. À la limite, je serais en mode, bah au moins, il a super bien appris. Enfin, voilà. Tout comme les fils de cuisiniers ou voilà. Et c'est un truc où, a priori, je m'en fous. Le problème, c'est quand on est sur des domaines. D'ailleurs, bon film sur ça, c'est aussi Partir un jour. Si tu es fils de cuisinier, mais qui a bossé dans un petit diner, ça veut pas dire que quand tu vas rejoindre après une longue carrière les grands de ce monde et la grande cuisine entre guillemets, la grande gastronomie, ça veut pas dire que c'est parce que tu es fils de cuisinier à côté. C'est peut-être que tu as fait un peu tes armes là-dedans, mais c'est en tout cas les gens sont pas en mode démérité de la chose, quoi. C'est pas un argument désastreux, ça a permis de revenir sur le fait que la reproduction sociale, c'est un truc global qui ne se limite pas à une branche ou une classe, mais même s'il y a des mécaniques diverses selon l'attrait et l'image. Bah, en fait, mais le problème que les gens disent quand ils disent les nepo baby c'est dégueulasse, le népotisme c'est dégueulasse, c'est pas de dire que le népotisme du boulanger c'est dégueulasse. C'est vraiment de dire que le népotisme dans le milieu du cinéma, qui est un milieu très fermé, c'est là aussi le truc, c'est que quand c'est des milieux très fermés, là il y a un problème, quoi. Et en vrai, enfin moi j'ai quand même ce truc où ça tire encore sur les boulangers à ce que je vois. Bah oui, en même temps vous êtes des connards les boulangers. Mais vous mettez les prix très chers à Paris, hein, ça je vous le dis. Hein. Le 1,50€ le croissant, je l'ai senti passer, hein, vraiment. Et c'est pour ça que moi a priori le népotisme dans le cadre vraiment enfin, effectivement, ça explique une reproduction sociale et où, enfin, moi, pendant très très longtemps, j'allais faire absolument le même métier que mon daron, c'est-à-dire informaticien. Il se trouve que j'ai dit non, mais parce que mon daron avait des facilités pour me faire rentrer dans ce milieu-là. Évidemment, quand t'as des facilités là-dedans, moi je connais des gens qui sont médecins aujourd'hui, qui sont fils de médecins, quoi. Enfin voilà. Faut attraper la veste des meilleurs ouvriers de France et de se rigoler. C'est vrai. C'est eux les bâtards, hein, mine de rien. À statut social très élevé et qui sont bouchés ou prisés. Commencer la vidéo par là, c'est quand même très important parce que ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui reproche. S'il est tout aussi talentueux que son père. Alors, sachant que en plus, c'est pas un truc où ça reproche à Alexia Papineschi. Alexia Papineschi fait que répéter ce qui a déjà été dit avant. C'est des réflexes en fait, mine de rien. C'est juste des réflexes de bah voilà ce que moi dans quoi j'ai grandi et c'est tout. C'est vraiment ça. On peut avoir de la rancœur, mais c'est un phénomène naturel dans le sens où on ne peut pas l'arrêter sans mesure drastique. Ça, je suis d'accord par contre. Je suis d'accord également sur le côté où, a priori, comment tu arrêtes le népotisme. Mais par contre, avancer ce genre d'argument-là, c'est aussi, et là je rejoins le Jamie, ne pas comprendre exactement ce qu'on reproche au népotisme et au népo baby. Par contre, ouais, le côté naturel, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Mais après, c'est un phénomène, enfin, c'est pas que c'est naturel, c'est que c'est dur de le contrer. C'est que effectivement, c'est plus organique que naturel, si je devais un peu reprendre les mots, mais c'est vraiment quelque chose où, a priori, il n'y a pas tellement
pas tellement de moyens de contrer ça, quoi. Et s'il fait un super bon pain, il n'y a pas de souci. Je vous jure, vous allez pas être prêts pour la vidéo, je vous jure, c'est de la folie. Oh, c'est une tradition familiale. Et bah là, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire, les pauvres, que vous n'avez pas accès à des gros métiers, à haut rang social? Qu'est-ce que ça peut vous faire, les pauvres? Après, moi, là où je suis d'accord, c'est aussi que le népotisme et les népo-baby, et je rejoins Ika qui le mentionnait dans le chat, c'est aussi une affaire de seum, quoi. Enfin, moi aussi, j'ai le seum contre les népo-baby, parce que je me dis, bah, en soi, j'aimerais bien faire un film, et j'aurais pu, à mon âge, faire un film ultra facilement si j'étais fils d'un grand comédien, d'un grand réalisateur. Évidemment, parce que j'aurais eu plus facilement accès à tous les codes, j'aurais eu une culture beaucoup plus florissante rapidement, évidemment. Mais à côté, je veux dire, moi quand même, le truc qui est horrible presque avec les Nepo Baby, c'est que un truc qui est montré comme étant pas contre les Nepo Baby, mais comme démontant les arguments des Nepo Baby, c'est de dire, regardez, vous pouvez y arriver, Courtrage y est arrivé. Parce que eux, ils viennent de la rue et que, en fait, regardez, Lajli, il y est arrivé. Ouais, mais Courtrage, ça s'est fondé par Romain Gavras et Vincent Cassel. C'est quand même deux Nepo Baby. Qui, a priori, et encore une fois, je crois Lajli qui mentionnait le fait que, dans son interview pour les Cahiers du cinéma, qu'en gros, à un moment, il avait filmé genre une violence policière, un truc du genre, et qu'il savait pas quoi faire du document. Et qu'en fait il avait contacté Costa Gavras pour savoir quoi faire. T'as quand même ce truc où a priori c'est des contacts que certains n'ont pas, quoi, clairement. Et il y a quand même un côté où a priori il y a aussi une affaire de somme, quoi. Après avec cet argument, tous les pauvres, s'ils avaient accès à la culture, vont obligatoirement faire une bonne œuvre parce que méritocratique. Bah, c'est un peu aussi le truc, quoi. C'est un peu le truc où, a priori, le Jamie, je ne sais pas ses prétentions artistiques, mais si demain il devient comédien de doublage, qu'est-ce qui me dit qu'il serait bon? Qu'est-ce qui me dit qu'il serait excellent? Est-ce qu'il serait super formé à la chose? C'est juste que oui, c'est un pass gratos, enfin c'est un pass de formation très très rapide, quoi, d'être Nepo Baby. C'est ça aussi. Et pareil pour les fils de comédiens, fils d'acteurs. Là, il y a récemment Ronan Day-Lewis, fils de Daniel Day-Lewis, qui a sorti son film, qui à Skip est pas très bien, juste qui est porté par le fait que ça soit Daniel Day-Lewis qui joue le rôle principal. Donc t'as quand même un aspect où c'est chouette, quoi. C'est chouette pour lui. La question c'est pas être bon ou mauvais, c'est de pouvoir avoir sa chance. Oui, c'est vrai. Bah y a pas d'égalité des chances, quoi. C'est un peu ça, et c'est après c'est tout un truc à remettre en question, quoi. Tous les népos sont bons, non, alors pourquoi ils devraient être bons pour se faire sa place? Ça c'est vrai aussi. C'est vrai, ça je suis d'accord. Et t'as quand même un truc où comment dire, le népotisme, effectivement, enfin, pourquoi on se demanderait forcément à quelqu'un prolo d'être le meilleur de sa catégorie et d'être vraiment top 1, alors qu'à côté, quelqu'un qui est bourgeois peut être un petit peu mauvais. Très bon film sur ça également, c'est Classe Moyenne, mine de rien, où en fait t'as cette opposition entre le prolo qui lui s'est embourgeoisé grâce aux écoles, etc., et que où il a été le major de sa promo, mais il est quand même bien en dessous du daron, déjà parce que c'est un daron, mais aussi parce que le daron, malgré le fait qu'il soit qu'il ait fini 15ème je crois de sa promo, un truc du genre, une place vraiment bien en dessous, bah en soi c'est quelqu'un qui a plus de capital culturel de base, qui est un fils d'avocat, et donc là-dessus il est ultra bien placé facilement, quoi, bien sûr. Je suis d'accord avec toi aussi, Narcissus. C'est quand même ce truc où effectivement vouloir dénicher des petits talents, et notamment les castings sauvages de Bénéard, même si c'était pas contrôlé, même s'il y a plein de problèmes avec les castings de Bénéard, j'en ai déjà parlé ici, reste que en vrai au moins ça permet de découvrir des gens qui sont en dehors du milieu artistique. Et typiquement, La vie d'Adèle, c'est quand même un film qui fait côtoyer Léa Seydoux, fille de à mort, avec Edda Lizarkopoulos qui a passé un casting comme ça en accompagnant sa pote, quoi. Donc bon. Soit t'es un épaupe, soit t'es un prolo classe moyenne déclassé avec cette logique. Je sais pas avec quelle logique, mais... Vous, c'est chiant, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Aux yeux, déjà on prend la place de personne. Si. Ça c'est un peu un truc où a priori le côté on prend la place de personne, malheureusement on vit dans le capitalisme, qui fait que certains peuvent faire des films, pas d'autres. Certains peuvent faire des films parce qu'ils ont une aise très facile et des moyens très faciles, et tous les studios n'ont pas des moyens illimités. Ce qui fait que quand tu vas voir un studio et que tu dis je veux faire un film, il va te dire bah non, on peut pas financer ton film parce qu'on finance déjà un film à l'année qui est celui-ci. Et donc forcément oui, ça prend la place. Oui.
C'est ça le problème, c'est que à CV égal, il y a toujours des fils d'eux qui passent devant. Vous faites la liste des... Alors, après, c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ACV égal, le problème, c'est pas nécessairement d'avoir ACV égal, c'est que le CV n'est pas égal. C'est un peu ça aussi. C'est Alexia Papineschi, elle double depuis qu'elle a, je crois, 6-7 ans, un truc du genre. Donc c'est vraiment quelque chose où, a priori, enfin, tout comme beaucoup de fils d'eux, c'est des gens qui doublent depuis qu'ils sont minots. Donc, a priori, t'as quand même un aspect où le CV n'est pas égal. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut relever. Tout comme, par exemple, quand ça dit, ouais, le problème, c'est que le problème de l'égalité homme-femme, c'est qu'à CV égal, les gens sont moins payés. Ça, je suis d'accord. Évidemment que c'est un problème. Les femmes sont moins payées à CV égal. Évidemment que c'est un problème. Mais l'autre problème également, c'est que atteindre ce CV égal n'est pas donné à tout le monde. Parce que atteindre ou des trucs en mode à poste égal. À poste égal, le salaire n'est pas le même, etc. Oui, mais aussi atteindre le même poste n'est pas donné à tout le monde, quoi. Même inconsciemment, un CV égal, quand t'as pas les bons codes et les bonnes façons de parler, ça fait une différence. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas que le CV. C'est pour ça que le CV n'est pas égal. Et si tu rentres dans le CV les codes et les bonnes manières de parler, le CV n'est pas égal, quoi. Regarde les USA, il y a plus de discrimination positive et il reste que des médiocres avec au haut poste, pas les meilleurs. Ah, il y a plus de discrimination positive. Parce que tu parles du côté DEI, tout ça. Après, le côté DEI reste que, a priori, enfin, tant mieux. Tant mieux de faire ses preuves et même de merder un petit peu. Il y a un côté où moi, si on devait me dire de choisir entre du népotisme et de la discrimination positive, même si c'est un peu débile, il n'y a plus... Ah, il y a de moins en moins, ok. Oui, je pensais que tu parlais du côté DEI ouais, ils sont obligés de mettre tel pourcentage de noirs américains ou de prolétaires ou de personnes issues de classe ouvrière, etc. Et en vrai, moi je me dis, je préfère de la discrimination positive, même un peu bébête, que des nepo baby à gogo, quoi. Quand même. Et ouais, c'est vrai qu'ils sont en train de supprimer tout le côté DEI sous Trump. Et on voit les effets où effectivement, les gens au-dessus, c'est des gens qui savent pas totalement quoi faire de leur métier. Enfin voilà, quoi. Au final, ce sont pas des gens compétents qui ont les postes, mais le poste de Trump, tout à fait. Top 30 de doubleurs, dans 40% des cas, ils ont tous un lien, direct ou indirect, avec un membre de leur famille. Et deuxième chose, oui. Et attention, je vais ouvrir une porte. Préparez-vous, ceux qui sont dans le live, je vais ouvrir une porte pour vous dire à quel point c'est du népotisme de bourgeois. Combien vous avez vu de comédiens de doublage racisés? Alors, ça c'est effectivement un autre problème. Ça c'est effectivement un truc qui commence à se régler un petit peu. Mais effectivement, il y a un problème là-dessus. Après, c'est aussi là où je ferai pas du whataboutism évidemment, mais il y a quand même aussi un côté où, mine de rien, c'est aussi un problème plus général dans le cinéma français. C'est aussi un problème plus général dans la comédie française, dans le jeu d'acteurs français. Et ça, c'est un problème pour le coup vraiment plus global de classe et où c'est très très dur effectivement de pallier à ça. Dans le sens où, là, je vous demande comme ça de citer 5 réalisateurs français noirs. Je pense que les gens ont plutôt du mal. Je pense que les gens ont plutôt du mal où effectivement c'est pas non plus très très haut. Alors des acteurs, vous pouvez en citer, hein. Il y en a. Fabrice Eboué, Omar Sy, tout ça, qui viennent généralement de la comédie. Mais des réals Mati Diop, Alice Diop, voilà. Déjà ça. Zadi, Lucien Jean-Baptiste, Jean-Claude Barny, qui a réalisé Fanon récemment. Pas grand chose, quoi. On a le droit à arabe, non. Après, pareil, 5 réalisateurs arabes. Il y en a pas beaucoup, quoi. Raoul Peck, il y en a, franchement. Il y en a. Après, il y a aussi ce truc où effectivement, moi personnellement, je vois pas les comédiens de doublage et effectivement, enfin, après c'est un problème dans le milieu. En termes de jeu d'acteur, il y a quand même un truc où comment dire, moi je m'en fous de si ce comédien noir est joué par un blanc, je m'en fous, ça m'importe quand même quand c'est vraiment important. Type sur Black Panther typiquement, Disney a quand même fait un petit peu attention. 5 réals kosovars, je vous attends. Citez des boulangers arabes. El Namir, qui était plutôt dans le chat. mais sinon, à côté, c'est quand même un problème pour le milieu, quand même, pour la diversité du milieu, notamment pour bien faire des VF. C'est toujours bien en fait d'avoir des profils qui viennent de tous horizons. Évidemment. Bien. Les acteurs afro-américains qu'on doit doubler,
Même ça, ils veulent pas lâcher le steak. Ce sont pas forcément des enfants qui se sont réveillés un matin et qui ont dit « Ah, j'ai envie de me faire du fric, mon père il est comédien, il fait du doublage. » C'est pas une question de fric en fait, c'est une question de statut social. Alors c'est aussi une question de fric. C'est aussi une question de fric quand même, on peut se le dire. Hein. C'est que quand même il y a un côté où effectivement ça rapporte de la thune et c'est quand même une voie, enfin, qui était considérée comme une voie de garage et qui aujourd'hui est une voie de salon, je sais pas c'est quoi le contraire de l'expression, mais au début c'était considéré comme une voie de garage de faire du doublage. Aujourd'hui c'est considéré comme ouais, c'est super chouette si tu fais ça, et au pire à côté tu fais un peu de théâtre si t'as envie. Je crois qu'il y a Olivia Lucioni, fille de José Lucioni, qui fait un peu de théâtre à côté, mais qui majoritairement fait du doublage parce que c'est ce qui lui permet de faire d'avoir son gagne-pain quoi. Et presque en fait c'est aussi ça, c'est que au bout d'un moment, moi le problème aussi que j'ai avec le népotisme, c'est que et les Nepo Babies particulièrement, dans le doublage, dans le cinéma, tout ça, c'est que j'ai pas l'impression de voir quelque chose de très sincère. Moi, si aujourd'hui je fais du montage vidéo, mes darons m'ont soutenu là-dedans, mais en fait, c'est pas du tout le métier de mes darons. C'est pas du tout un truc alors que j'aurais pu me faire plus de thunes si je faisais le métier de ma daronne, le métier de mon père, qui pour le coup, sont dans des situations bien moins précaires que d'être intermittent, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, il y a quand même ce truc où moi, j'ai été quand même motivé à faire un autre métier. Et presque, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, assez triste en fait la situation des Nepo Babies, parce que même si évidemment ils se font de la thune, je sais pas si on ressent tant que ça la passion quoi, je sais pas si on ressent tant que ça le côté où ils ont vraiment eu envie d'aller là-dedans quoi, ils ont vraiment eu envie d'aller dans ce métier là, ils ont vraiment tout fait pour y aller. Bah non, tout leur a été servi sur un plateau, et je trouve que c'est assez dommage de rentrer, c'est assez dommage parce que je pense qu'effectivement des gens qui ont vraiment très très envie d'aller là-dedans auront beaucoup plus comment dire, de passion pour ça, et ont vraiment très très envie d'aller là-dedans quoi. À la base c'est un métier passion, faire ça pour le fric. Bah après le fric vient quand même, hein, malgré le fait que ce soit un métier passion, c'est quand même pas l'usine, c'est quand même pas un truc où c'est des gens qui sont passionnés de boulangerie et qui se disent ah tiens je vais devenir boulanger et ça me passionne et je vais faire ça, qui sont quand même des métiers bien plus physiques hein, mine de rien, tout comme il y a des gens qui sont passionnés par les éboueurs et qui se disent ah oui j'ai envie de devenir éboueur. Encore une fois je repense au film Enzo de Laurent Canté réalisé par Robin Campillo, où il y a quand même un aspect où c'est juste quelqu'un qui est passionné par la maçonnerie et qui se dit tiens je vais devenir maçon, je vais quand même aller là-dedans, et je vais pas du tout suivre les pas de mes darons, je vais quand même je vais les avoir comme attache, et c'est là aussi où le film Enzo est très très malin là-dessus, mais je trouve qu'effectivement le problème du pardon, j'ai appris une très mauvaise nouvelle d'une amie, mais vous inquiétez pas, tout va bien de mon côté, je vais juste mute 5 secondes. Mais l'actrice de Verdun qui préfère faire du fromage, bien sûr, il y a quand même ce truc où effectivement il y a plein d'acteurs qui vont pas du tout rentrer dans le jeu de médiatique et dans le jeu de comédie, et qui vont en fait juste s'en battre les couilles quoi. Il y a 30 ans, c'était pas les meilleurs comédiens qui se retrouvaient à faire du doublage non plus. Leurs enfants ont peur du déclassement maintenant. Bah bien sûr. Après une mauvaise nouvelle, rigole. C'est le rire compulsif, les gens. C'est le rire compulsif. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est tranquille. C'est juste ma pote. Je vais devoir aller la rassurer. Mais tranquille. Mais clairement, enfin, il y a quand même un truc où, en fait, moi, c'est ce manque de passion où je trouve que c'est quelque chose qui se ressent clairement énormément quand t'es devant un comédien qui ne sait effectivement pas trop pourquoi il est là, et qui est là juste pour en fait payer le loyer, parce que c'est l'activité dans laquelle il est le plus fort, et c'est quelque chose qui rapporte mine de rien pas mal de thunes, et il est là juste pour payer le loyer. Et ça se voit d'ailleurs par le fait qu'il y a beaucoup de comédiens qui font du doublage, qui à côté font des pièces de théâtre dans lesquelles ils font énormément de promos, pour lesquelles ils parlent énormément de ça, et qu'en fait le doublage c'est vu pour eux comme quelque chose d'assez secondaire, et où ils se disent ouais c'est sympa et puis voilà, mais c'est juste un gagne-pain quoi. Bon, reste que c'est un gagne-pain qui est très très confortable quoi. C'est-à-dire que moi je sais que typiquement je fais du montage, il y a des moments où je me dis que quand même c'est un petit peu dur les heures, mais c'est pas l'usine non plus, on va pas se mentir non plus. Donc c'est quand même à chaque fois les métiers artistiques et les métiers de l'audiovisuel, c'est quand même des métiers vraiment super sympas à ce niveau-là, et super agréables dans lesquels aller. Donc c'est pour ça que presque ils sont plus là par confort de vie, confort de se dire qu'ils sont bons dans ce métier-là, plutôt que par réelle passion, on va pas se mentir non plus. Ils avaient le choix d'aller n'importe où ils voulaient, et il se trouve que comme par hasard, ils font le métier de leurs parents. Putain, c'est quand même, a priori, la plupart des carrières de gens,
en dehors de tout népotisme, c'est d'essayer de faire au moins un métier un petit peu différent, ne serait-ce que parce qu'il y a un côté où on choisit notre métier quand on est adolescent. Donc, et qu'on a envie d'être surtout autre chose que nos darons, quoi. Vous voulez rester dans l'entre-soi, vous voulez faire comme papa, maman, parce que vous avez bien compris quand vous étiez gosse que papa... C'est bizarre de penser que les népos vont être plus passionnés que ceux qui doivent lutter pour se faire une place. J'ai un argument ultime. L'argument le plus profème que vous avez jamais entendu. Les femmes trans sont plus des femmes que les femmes cis, tout comme les hommes trans sont plus des hommes que les hommes cis, parce que au moins, ils et elles ont plus travaillé entre guillemets pour être une femme. Ou pour être un homme. Ça, si c'est pas l'argument le plus profème que j'ai jamais vu, parce que moi, personnellement, je suis content d'être un homme, mais je suis né homme, j'ai pas bossé pour ça. Je suis vraiment juste, je suis né homme, et je suis, socialisé homme. Voilà, quoi. Mais bon, ça, c'est des trucs, j'entends que ça soit inentendable. Mais je sais que c'est un truc, j'en parlais avec des potes meufs trans et tout, qui malheureusement ne sont plus là. Mais franchement, enfin voilà quoi. J'ai des devoirs à faire de femme, je note. Bah oui. Mais c'est pas méritocratique en fait d'être une femme cis. C'est là où les... Enfin bref. Pardon. Maman s'est amusée. L'argument il dit chi pour Christian. On est les deux seuls à pouvoir comprendre ton message, Poisson, hein, je pense. Mais bon. Beaucoup dans leur travail. Même surtout pour les femmes trans qui se battent pour être victimes du patriarcat. C'est vrai. C'est vrai. Le fils de boulanger dans son exemple, quand il voit papa, maman travailler à la boulangerie, c'est pas parce qu'il se dit « Ah, ça a l'air super cool ». C'est un parcours économique pour survivre, limite. C'est comme les immigrés qui se font naturaliser, ce sont les seuls qui ont le droit d'être fiers d'être français. Bah bien sûr, moi j'ai pas le droit d'être fier d'être français. Je suis né en France, j'ai pas de mérite à être français en fait. C'est ça le truc. Donc bon, tu ne mérites pas d'être un homme. Bah oui. Non mais c'est vrai, j'ai pas de mérite d'être un homme, je suis né comme ça. Il y a pas de mérite à ça. Par contre, il y a des gens, ils ont vraiment travaillé pour ça. Donc bon. J'ai fait 5, 6, 7 ans de cours de théâtre. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est enfant d'eux que tout nous arrive comme ça. Elle fait du solfège, donc au conservatoire, et elle avait entre 13 et 16 ans. Jusqu'au bac, en fait, elle a fait 3 années de conservatoire d'art dramatique, quelque chose comme ça. Aucun autre enfant de la classe populaire ne fait ça, hein. Aucun autre. C'est pour ça qu'elles sont des... En fait, encore une fois, avoir entendu parler d'un conservatoire, qui ici s'estime être plutôt de classe populaire et a entendu parler du conservatoire et s'est dit ah oui effectivement il y a le conservatoire pour faire soit de la musique, soit de l'actorat, tout ça, soit pouvoir jouer, qui ici a entendu parler de ça et qui ici, enfin parce qu'il y a entendre parler de ça et il y a aussi que ces darons puissent se dire bah tiens on va y aller et on va s'inscrire et puis c'est gratos et puis voilà quoi. Moi à 27 ans le temps d'avoir la faute, mais voilà c'est ça le truc en fait, c'est que moi j'ai appris ça à 18-19 ans. Quand je regardais des streams qui parlaient justement de doublage et qui disaient ah oui vous pouvez faire le conservatoire. Moi j'avais 18-19 ans et je m'étais dit bah non c'est trop tard. Donc voilà. Mais globalement il y a quand même ce truc où a priori ne serait-ce qu'entendre parler de ça, entendre parler du fait de comment aller là-bas et de comment foncer là-dedans, putain. Voilà pareil. Moi le conservatoire je pensais que c'était pour la musique. Je me disais bah oui mais je pensais pas que c'était pour jouer en fait tout simplement. Et aussi effectivement vivre en campagne t'es en mode bah y a pas de conservatoire ou alors il est à 100 km dans la ville la plus proche, donc bon j'en ai entendu parler quand je suis sorti avec une bourgeoise à 32 ans, bah oui voilà c'est ça le truc en fait, c'est ça le truc. Et il y a quand même ce truc où c'est comment dire, c'est non seulement il y a le fait de pouvoir y aller parce qu'il y a le fait d'en entendre parler qui est déjà quelque chose. Je me souviens qu'il y avait aussi un truc il y avait une étude sociologique qui regardait combien les fils d'ouvriers avaient envie d'aller à HEC ou à Sciences Po. Et en fait, globalement, très peu avaient envie d'y aller. Et donc les gens se disaient, ah regardez, ça veut dire qu'ils avaient pas, qu'ils n'ont pas envie en fait de monter en haut et qu'ils veulent rester dans leur milieu d'ouvriers, etc. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, HEC, Sciences Po, c'est des termes où à la limite Sciences Po peut-être qu'ils peuvent un peu connaître. Mais HEC, Normal Sup, Normal Spé, l'ENS, tout ça, l'ENA, je crois qu'elle a changé de nom, bah c'est des trucs où en soi c'est des noms, ils savent même pas ce que c'est, donc ils se disent bah j'ai pas envie d'y aller. C'est juste ça en fait. Donc bon. En campagne sans gare c'est chaud, puis quand t'as connu les grands espaces, t'enfermer dans 9 mètres carrés pour 600 €, faut être motivé, bien sûr. Bien sûr. École supérieure de musicale, c'est privé, c'est 7 000 € quand même. Cours de la Comédie des Champs-Élysées, école privée, 4 000 €. Ensuite, elle prend pendant un an des cours particuliers de chant, pour un an où elle fait que de chanter. Et à 27...
Non, elle fait que chanter. Non, après, c'est des cours particuliers, c'est quand même un peu plus précis que ça. Elle a 29 ans, mais Mais bon. plus tard, elle fait les cours Florent. Elle a dépensé quasiment 40 000 euros. Parce que je pense dans sa tête, elle se dit, ils avaient qu'à faire ça, les gamins. Pourquoi ils n'ont pas Ah oui. fait? Et même moi, je vais être très honnête, j'ai fait un BTS privé parce qu'il y a eu un héritage qui est tombé en même temps, etc. Donc j'ai pu faire ça. Mais c'est un truc où en soi, j'estime que les possibilités que j'avais, c'était soit d'aller dans le privé à Marseille, où il y avait pas, je crois, de BTS public à l'époque où j'y étais, et où du coup fallait que ça coûte de l'argent. Soit c'était d'aller bah oui, l'héritage en Mandélie, évidemment. Évidemment. La mamie qui est morte en même temps, super. Mais il y a aussi ce truc où juste tout simplement d'avoir un peu de thunes pour ça. Et moi, le choix que j'avais, c'était soit d'aller dans cette école privée, soit d'aller à Cannes, donc où il fallait un logement là-bas. Donc en fait, c'était quasiment le même prix finalement. Et c'est un truc où effectivement, c'était une école qui coûtait plutôt cher, quoi. Et moi, je crois que sur la fin, on a quand même fait un petit prêt, mais c'est tout, quoi. Donc bon, j'étais tutoré par Sciences Po en seconde bac pro ELEC. C'est après le lycée que j'ai compris ce que c'était. Putain, c'est fou, hein. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est se renseigner vraiment sur les choses et sur comment tourne le monde. C'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose qui soit ça t'est donné comme ça, de te dire bah tiens, voilà comment marche le monde. T'es daron qui t'explique ça. Soit il faut te renseigner vraiment, et ça on peut remercier évidemment tout le contenu sur internet qui fait qu'on se renseigne énormément et qu'on sait énormément comment ça marche, et qu'on a beaucoup de manières de débusquer comment est-ce que ça fonctionne le monde, et qui dirige qui, entre guillemets. Je dis pas ça pour dire les juifs, hein, je précise, mais qui dirige le monde, tout ça, ce sont pas les juifs, ce sont les Arabes. Non, mais qui dirige le monde et comment marche le monde, et comment ça se fait que tous ceux qui sortent de l'ENA deviennent présidents ensuite, des trucs du genre. Et ça, c'est des trucs où effectivement il faut se renseigner, il faut savoir comment ça se passe, quoi. C'est les chats, c'est vrai. Le royaume des chats de Ghibli. Ça, je vais te le dire pourquoi on fait ça. Parce que nos parents ne savent même pas que ça existe. Mon père ne sait même pas ce que c'est un conservatoire. C'est pas Bah grave, oui, mais quel... évidemment. C'est ça le truc en fait, c'est que on ne sait pas que ce genre de truc-là existe. On ne sait pas que le conservatoire ça existe. On ne sait pas comment y aller. On ne sait pas comment s'inscrire. Comment on s'inscrit à un conservatoire en fait? Comment je fais en fait? Genre là, admettons, je suis à Marseille, je tape conservatoire Marseille, conservatoire Marseille. Et je me dis, attends, est-ce que celui-là il est bien? Est-ce que celui-là il est cool? Est-ce que, ah putain, c'est en centre-ville et c'est chiant et c'est loin, etc. Des trucs du genre. En fait, il y a tellement de questions qui vont rentrer juste avant, ne serait-ce qu'avant de s'inscrire, qui fait que même avant de rentrer dans le conservatoire et d'en plus subir plein de moqueries du fait d'être en retard, du fait de devoir apprendre tout ça, c'est vraiment un truc où effectivement ça, tu vas avoir du mal, quoi. Moi j'ai fait option théâtre quand j'étais en 6ème, 5ème, j'étais très mauvais, j'ai pas continué après, quoi. C'est ça le truc, hein. Donc bon, tu vas sur le site en espérant que c'est pas trop tard pour cette année, mais oui, voilà, c'est ça. Et tu te dis, genre, je sais pas, tu te dis ça en décembre et tu te dis, ah bah non, c'est trop tard. Genre vraiment, c'est juste ça, quoi. le reconnaissent, qu'elles nous disent pas « Ah, moi j'ai fait 7 ans d'école, donc j'ai cravaché ». Non, t'as fait 7 ans d'école et tu devrais dire déjà que t'as un privilège, parce qu'il y en a qui font même pas 7 ans d'école. Ils ne peuvent pas se le permettre, les écoles que t'as fait, ils ne peuvent pas se le permettre. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai pas dit mon nom. J'ai pas dit mon nom parce que je sais que mes deux parents, moi j'ai de la chance. Alors moi, je suis une double Nepo Baby. J'ai creusé un peu. Il y a une interview dans la fiche de sa présentation. Quels souvenirs t'ont laissé tes premiers pas sur scène? Le gars lui pose cette question. Elle répond quoi? De très beaux souvenirs. La première fois que je suis monté sur scène de manière professionnelle, c'était avec mon papa dans le mariage de Figaro. Je remplaçais au pied levé la jeune femme qui faisait le rôle de Fanchette, et c'est grâce à cette pièce que tout s'est enchaîné. Les amis, vous vous rendez compte? Oui, au bout d'un moment, c'est pas parce que tu caches ton nom, entre guillemets, d'ailleurs, qui est toute une thématique là-dessus. C'est quand même un truc où effectivement, c'est pas parce que tu caches ton nom que ton nom est caché, quoi. Moi, je connais des gens, alors vraiment, le monde est petit, mais je connais des gens qui travaillent dans l'horlogerie, dans les montres, et où, en fait, effectivement, c'est des personnes, notamment quelqu'un qui est fils ou fille d'une grosse marque de montres. Pensez aux genre 5 grosses marques de montres, et il y a quelqu'un dans le lot, c'est la fille ou le fils de quelqu'un dans ce tas-là. Et t'as vraiment un truc où, effectivement, la personne cache son nom, mais les gens le savent. C'est ça le truc, en fait. Les gens le savent que c'est un nom. Les gens le savent que c'est que tu le caches un petit peu et que tu te présentes pas comme ça, et que tu te présentes avec le nom soit un nom comment dire, un nom
un nom d'artiste, des trucs du genre, tu peux le faire, hein, évidemment. Tu peux te présenter différemment. Mais les gens le savent. Les gens sont contents de ça. Donc c'est quand même un boost qui donne pas rien, quoi. Je vous mets un extrait d'une autre interview, d'un podcast où elle a participé. C'est quand même une profonde recherche, je trouve, de le Jamie qui est vraiment assez chouette à voir. Tu te souviens de la première fois où t'as été doublure, où tu as fait du doublage? Alors c'était très drôle parce que j'ai doublé une muette. Et ouais, en fait c'était ma mère qui m'avait amenée sur un plateau et il fallait une jeune fille. Bah ouais. C'est pour ça. Et encore une fois, c'est pas grave. Je veux dire, Alice Orsa qui double Arya Stark dans Game of Thrones, avec, je crois, son père qui est également sur le rôle, qui est placé dans des rôles où son père joue. Esteban, pareil, qui joue parfois sous son père. Il y a aucun problème là-dessus. C'est juste, faut l'assumer. Faut pas dire, oui, ça m'a pas servi. Non, faut l'assumer. C'est encore une fois une question de mérite et qu'en fait. C'est un truc, pareil, j'en discutais avec des amis en privé, mais il y a quand même un truc aussi de dire, ah oui, j'ai vraiment travaillé pour ça. Mais on s'en fout on s'en fout, tu peux assumer que t'as eu un coup de boost, personne va te cancel pour ça, personne va dire que t'es une merde pour ça. Juste, c'est entre toi et toi. C'est ça, on s'en fout de quoi tu penses, mais bon. Alexandre Astier qui a toute sa famille autour de lui pour Kaamelott, mais oui, et ils s'en foutent, c'est marqué dans leur nom. Donc ça c'est le deuxième élément, j'en ai un troisième. Et toi, t'as été la voix de Dory jeune. Disney cherchait quelqu'un pour faire Dory jeune, et la directrice artistique qui s'occupait du film a dit bah ce serait génial que ce soit Alexia, parce que bon on n'a pas la même voix avec ma mère, mais il y a quand même de temps en temps des intonations. Oui bon, ça c'est d'ailleurs un truc. Je trouve que c'est un manquement du doublage, c'est qu'en fait ce côté où pourquoi il y a si peu de moments où t'as le daron de quelqu'un qui joue avec son fils et qui joue un rôle de père-fils. Je connais très très peu d'exemples comme ça, même là j'en ai pas en tête. Donc bon, tous les enfants qui doublent ou jouent c'est des fils d'eux, non? Les gens s'ennuient pas à aller caster un gosse random, j'ai l'impression. Bah c'est un peu tout le problème aussi. Et moi c'était un truc que m'avait rapporté Alice Torrent quand elle était venue chez Allociné, où en gros elle disait que sa fille jouait un petit rôle, mais parce qu'en fait tout simplement c'est beaucoup plus simple pour des enfants de comédiens de doublage de venir jouer la comédie dans du doublage, tout simplement parce que tu vas à une sortie de conservatoire où t'as des jeunes prodiges, etc., qui sont souvent en plus des fils d'eux, mais bref, qui sont souvent des fils d'eux, et tu vas dans une sortie de conservatoire trouver des gosses et dire est-ce que vous voulez venir dans une salle obscure où il n'y a pas de lumière, avec que des gens qui vont vous dire de crier plus fort, etc. Les parents sont en panique. Alors que les comédiens de doublage ils disent ah bah oui bien sûr, bien évidemment. Donc bon. Sentimental Value parle aussi des népos si tu l'as pas vu. Bah oui, mais il y a aussi, il en parle très très bien d'ailleurs. Hein. C'est l'aspect le plus, c'est le meilleur aspect là-dessus quoi. Un enfant ça demande plus d'efforts à encadrer, un fils d'eux c'est moins intimidant, t'es avec ton parent, tu connais déjà un peu, c'est vrai. Bah c'est aussi ça quoi, c'est aussi ça. C'est tout ce qu'elle a fait au théâtre. Donc je fais un petit contrôle F et je tape le nom de sa maman. En 2013, elle a joué dans un texte et mise en scène de Céline Montserrat, de sa maman. En attendant, il faut vivre de Céline Montserrat, de sa maman. Le mariage Figaro, mais avec son père à ce moment-là. Et ça c'est quand même, je trouve, l'exemple du Nepo Baby le plus déroutant quoi, le plus horrible. C'est vraiment ce truc le Nepo Baby qui est placé chez sa daronne, chez son daron. Au secours quoi. Voilà. Puis l'emmerdeur du 12 bis en 2008 de Céline Montserrat qui est sa mère. Mais attention scoop, moi je n'en ai pas fait avant l'âge de 16 ans. Ah putain. Moi j'ai pas pris de cours de théâtre avant l'âge de 22 ans. C'est vraiment un truc de 23 ans je crois. Sinon oui j'ai fait option théâtre mais ça en fait ça compte pas. Je veux dire au bout d'un moment c'est... Oui évidemment c'est quand même un truc où il y a des gens qui se reconvertissent en cours de route bien sûr, et c'est la majorité des profils en dehors des Nepo Baby qui font du théâtre. C'est souvent des gens qui font du théâtre par hasard plus tard, quoi, dans leur carrière. C'est un truc où, putain, commencer le théâtre à partir de 16 ans, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux, quoi. D'un grand privilège. Hein. Alors là, vraiment, bravo. Hein. T'as réussi à te retenir jusqu'à 16 ans? Moi, j'ai un enfant. Si demain, elle me dit qu'elle veut être prof de littérature, garagiste ou comédienne, et qu'éventuellement le doublage lui plaît, je pourrais lui donner des contacts. Je vais pas forcément non plus la pistonner, mais je veux
Mais c'est du piston. C'est du... Bah oui, c'est du piston de donner des contacts. On revient à l'exemple McFly et Carlito, hein. C'est que oui, c'est du piston de donner des contacts. C'est un truc où, en soi, tu ne l'as pas naturellement. Tu ne l'as pas comme ça en scannant, en faisant des recherches, en travaillant pour le coup. Moi, la majorité, enfin, j'ai aucun parent, aucune personne que je connais dans ma famille qui travaille dans le milieu. J'ai dû me faire mes contacts tout seul grâce à Internet, grâce à d'autres trucs. Enfin voilà quoi. Donc bon. Piston, vous croyez quoi? Donc ta fille va contacter la directrice de casting et qu'est-ce qu'elle va mettre dans son mail? Bonjour, j'ai eu votre contact via ma mère qui est telle personne Bah et oui. je souhaiterais participer au casting. Et c'est là d'ailleurs, enfin je sais que c'est un truc d'ailleurs qui se fait beaucoup dans le milieu de l'audiovisuel et ailleurs, c'est qu'en fait le côté d'annoncer, de dire ouais j'ai eu votre contact grâce à un tel, c'est aussi ton premier, c'est aussi une manière de dire bah oui du coup je suis représenté par un tel. C'est quelque chose d'ailleurs j'avais beaucoup de mal, enfin et j'ai toujours beaucoup de mal d'ailleurs. En gros dans le milieu de l'audiovisuel, quand vous donnez le contact de quelqu'un à quelqu'un d'autre, vous êtes responsable de la personne qui va contacter après. Je trouve ça totalement débile personnellement. Enfin, c'est au bout d'un moment, moi j'ai juste donné un numéro de téléphone, je m'en fous. Hein, c'est voilà. Mais si la personne parle mal ou si ça se passe mal lors du travail, des trucs du genre, bah c'est à cause de toi. Je trouve ça débile. Bon, c'est tellement multifactoriel, mais bon. Ton enfant, il veut faire la même chose que toi et que t'as des facilités. Voilà, le mot-clé Ah est oui. sorti, des facilités. J'ai retrouvé une interview de sa maman et écoutez bien ce qu'elle dit. En fait, j'ai commencé parce que j'avais une de mes tantes qui avait une maison de production de films et dans laquelle il y avait un département de doublage. Je me suis essayée. Ça s'arrête pas. En fait, ça s'arrête pas. C'est le robinet, si tu le coupes pas, ça coupe pas. Alors après, pour le coup, quand tu remontes au-delà de la génération de Céline Montserrat, t'en vois de moins en moins. C'est vraiment un truc où effectivement les premiers comédiens, c'est quelque chose où effectivement ils sont de moins en moins fils d'eux, filles d'eux, tout ça. Pour le coup, quand tu commences à remonter, c'est de moins en moins. Mais plus tu avances dans le milieu du doublage, plus t'en vois. C'est vraiment quelque chose. Alors effectivement, t'as quand même, pour rebondir un petit peu sur ce que je disais précédemment, mais t'as quand même un truc où effectivement tu peux avoir des générations de comédiens qui viennent du fandub, qui sont plus des passionnés grâce à Internet. Mais même là, actuellement, les comédiens qu'on voit plutôt aujourd'hui, c'est souvent aussi des fils d'eux. Donc bon. Moi je pense de toute façon faut assumer, c'est pas comme si les trucs se faisaient purement au mérite, surtout si tu débutes. Après tout le monde a pas les mêmes pistons. Bah oui bien sûr. Mais moi enfin faut assumer mais le hasard. Faut assumer le hasard, faut assumer que si t'as pu travailler tant de temps c'est aussi parce que, enfin je sais pas, si tu peux travailler autant de temps c'est aussi parce que t'as des gens qui s'occupent de toi, qui sont présents, enfin c'est qui peuvent, enfin typiquement il y a aussi beaucoup de gens qui n'assument pas que leurs femmes sont extrêmement présentes autour d'eux. Que si le fameux mythe de l'artiste qui fait que travailler, c'est aussi parce que c'est sa femme qui passe derrière et qui fait la lessive, le ménage. Enfin vraiment, et ça c'est des trucs que les gens l'assument pas quoi. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment un truc de saltimbanque, mais si des familles ou des dynasties de comédiens, ça a toujours existé. Oui, bien sûr, mais dans le milieu du doublage, moins. Dans le milieu du doublage, pour le coup, c'était vraiment les parias et c'était vraiment beaucoup moins présent quoi. Et même elle, elle est un peu plus honnête que sa fille parce qu'elle dit pas c'est une vocation ou quoi. Regardez, écoutez le deuxième passage de sa mère dans cette même interview. Moi, par exemple, vous avez choisi pour Julia Roberts. Julia Roberts, c'est un peu, c'est le hasard en fait qui a fait que parce qu'ils avaient fait énormément d'essais et puis un jour, moi, j'attendais dans un studio pour autre chose et puis il y a un directeur de plateau qui me connaissait et qui m'a dit, bah écoute, viens passer un essai, on cherche, on se casse la tête, on n'arrive pas à trouver. Bon, voilà, j'ai passé l'essai puis j'ai été choisie. Ils ont trouvé une faille et ces gens-là se passent le filon en fait. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a l'IA et ils ont tous chaud au cul parce qu'ils ont profité de la faille pendant 40-50 ans. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens, et ça, c'est même en dehors du phénomène du Nepo Baby, parce que, genre, je crois que Pierre-Alain de Garrigue, même si, quand même, il s'appelle Pierre-Alain de Garrigue, donc je me dis quand même, peut-être que c'est pas pour rien qu'il a une particule, mais il y a aussi beaucoup de gens, enfin, les exemples que citait Dorothée Pousseau de gens qui, effectivement, je crois que Alexis Thomasian, il a des origines arméniennes, des trucs du genre. Donald Renews, c'est quelqu'un, je crois que sa daronne connaissait des gens dans le milieu. Enfin, des trucs du genre comme ça. Et effectivement, c'est des gens qui ne proviennent pas forcément du milieu, ne sont pas forcément des fils d'eux, des fils de comédiens, tout ça, et ont un peu plus, allez, peut-être charbonné par moment. Reste qu'aujourd'hui, ça devient des bourgeois et qui se sont embourgeoisés, quoi. C'est un peu ça, quoi.
Les bourgeois qui inventent l'IA et flinguent leurs propres privilèges du génie. Bah après c'est des guerres entre bourgeois, c'est un peu ça aussi le truc. Donc c'est pour ça que, enfin, a priori il y a quand même un aspect où effectivement les gens sont de plus en plus à cran autour des Nepo Babies et les Nepo Babies et les gens qui travaillent dans le doublage hors Nepo Babies sont de plus en plus à cran autour de l'IA. Et donc ça fait que les gens se mettent presque à soutenir l'IA pour remplacer le doublage parce que justement les doubleurs sont insupportables quoi. Et là on rentre dans une guerre de chapelle là-dessus qui est vraiment assez déplorable quoi. À part Balthazar. Hein. Et que c'est bientôt fini. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter ce truc-là. Écoutez bien, parce qu'on entend presque Macron en fait. Si vous écoutez bien, si vous tendez l'oreille, on entend presque Macron. Toi, t'as une société de, je dis n'importe quoi, d'imprimerie, t'es vieux, t'es à la retraite. Ah bah non, je vais pas le laisser à mon enfant, ou alors... Mais je suis qui, moi? Je suis Bernard Arnault? J'encule Bernard Arnault, moi je vous le dis. Hein. Bah oui. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que toute l'année on critique Bernard Arnault, les riches, etc. en disant... Alors après, moi j'ai ce truc où genre... après moi je veux pas d'enfants, donc bon, la question est résolue. Mais genre j'ai des potes, je leur donne des contacts, je leur dis, bah tiens, va bosser chez un tel. Enfin c'est aussi un truc de piston et bah au bout d'un moment, moi j'ai mis un pied dans la porte, on va tous rentrer. C'est un peu ça, et c'est quand même une démarche collective. Je pense à des démarches collectives, notamment dans le milieu du rap, dans le milieu même du cinéma, de se dire bah j'ai mis un pied dans la porte, on va tous rentrer. Et ça c'est un truc, moi c'est juste de l'entraide, c'est juste de l'empathie, et c'est juste de dire bah si moi j'ai galéré pour faire ça, au bout d'un moment je vais aider les gens. C'est pour ça que Brivan je l'avais pris au début sur les lives, c'est que j'étais en mode bah je vais t'aider, viens, et on va foutre un pied dans la porte tous les deux quoi. Donc bon, tout le monde partage pas les contacts après. Oh bah ça c'est les connards. Moi je suis de l'avis c'est les connards parce que pour moi il faut partager, enfin une fois que t'as des contacts tu les partages, tu les donnes à tout le monde quoi. C'est quand même un truc où a priori tu le fais comme ça quoi. Qu'il y a de la putain de reproduction sociale et que demain moi si j'ai une entreprise je vais tout donner les clés en main à mon fils mais je vais lui mettre 2 tartes à mon fils, il se démerde. Oh, ça va calme-toi. Je critique tous ces putains de riches et je ne reproduirai pas leur modèle. Je vais même aller plus loin et là dans le chat vous allez même pas être dans mon wagon. L'héritage, mon gosse, il aura ça. Vous savez ce qu'il va... Moi je suis d'accord. Par contre l'héritage faut le supprimer. Au bout d'un moment, et moi je suis de l'avis Mélenchon de dire que le fils de Victor Hugo il n'a pas à toucher un copec de la fortune de Victor Hugo. Il a déjà son talent. Il a déjà son talent, alors certes c'est pas génétique, mais ne serait-ce que côtoyer Victor Hugo fait que t'as une partie de son talent, et le côtoyer au quotidien en étant son fils fait que t'as quand même une grosse partie de son talent, et que tu sais comment il écrit, tu sais pourquoi il écrit ça, et t'as déjà des facilités. Donc ne serait-ce que ça, t'as pas besoin d'avoir de la thune. Ça je suis d'accord avec le fait que l'héritage pour moi faut le supprimer, ou alors des trucs en mode faut au-delà de 12 millions tu prends tout et puis voilà quoi, c'est quand même un truc. Salut le Jamie, je suis en train de dire que t'as fait une vidéo de merde. non je plaisante, tu fais une très très bonne vidéo le Jamie. Faudra qu'on se parle d'ailleurs après le Jamie. Je vais aller dans tes DM. Mais non mais c'est une super enquête en vrai, là je reviens sur ça. C'est surtout que moi en fait là où je te questionnerai beaucoup, c'est de savoir on fait quoi pour supprimer ce phénomène des Nepo Babies. Qu'est-ce qu'on fait Pour moi, il faut effectivement mettre en avant les solutions pour faire en sorte que les milieux de classe ouvrière, les personnes issues de milieux de classe ouvrière, les plus prolos, classe moyenne, tout ça, qui n'ont pas forcément de capital culturel et de capital bourgeois, effectivement, il faudrait qu'ils aient plus accès aux mêmes moyens et qu'au moins ça puisse un peu discuter à armes égales. Je sais qu'à un moment tu dis à CV égal, un Nepo Baby va passer devant. Mais le problème c'est aussi que c'est jamais le CV égal quoi. C'est un peu ça aussi le souci. Donc pour moi, il faut déjà au moins avoir ce stade d'être à CV égal. C'est un peu ça. Il faut supprimer les riches, c'est vrai. c'est vrai. Le mieux, c'est un héritage universel, tout le monde démarre avec la même somme. Ouais. Mécanique de discrimination positive, j'imagine, tu veux dire. Bah, en soi, ouais. Enfin, c'est pas de la discrimination positive que de dire à des gens, regardez, il y a le conservatoire qui existe, parce que moi, je te rejoins là-dessus, Jamie. C'est que, mais même si tu veux en discuter sur Discord et tout, mais même le côté où la discrimination positive, c'est pas de dire ouais regardez à le conservatoire ou de payer du conservatoire pour le programme égalité des chances de certains trucs. Je me souviens il y avait un film qui était sorti là qui s'appelle La Voie Royale qui a l'air vachement bien à ce niveau-là dans le côté où effectivement les gens qui sont issus de je crois que c'est en mode issus de la diversité, issus des programmes égalité des chances, tout ça, généralement ils sont aussi un peu mal vus parce qu'ils se disent bah oui c'est les gens qui sont là juste pour remplir des quotas. Donc c'est pour ça, c'est pas, il faut pas un truc en mode remplir des quotas. C'est juste de dire, c'est juste d'au moins faire en sorte de donner la même égalité des chances aux gens quoi. Et pour ça, mine de rien, la démocratisation grâce à Internet, du fait de pouvoir avoir accès aux mêmes œuvres culturelles que les bourges,
et d'avoir même des formules d'éducation populaire, tout ça, des trucs du genre, c'est vachement chouette. Enfin, vraiment, c'est vachement chouette. Et c'est pour ça que c'est tant mieux d'avoir effectivement ce côté égalité des chances. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on voit bien plus des prolos commencer à faire du cinéma, à faire un petit peu, à faire des trucs dans leur coin, même si c'est pas forcément rentrer dans la machine cinéma, mais c'est au moins faire des films, que d'avant Internet, quoi. Et parce que Internet a permis, enfin, moi j'aurais jamais vu des films comme, je sais pas moi, Le Guépard, La Dolce Vita, sans Internet et sans la culture que j'ai acquis grâce à Internet et au fait de se dire qu'il y a des gens qui sont des passeurs qui sont en train de dire regardez ces films-là. Je pense que Karim Debache a beaucoup participé à ça, au fait de dire regardez ces films-là, c'est des films très classiques qu'il faut avoir vus et c'est super chouette là-dessus, quoi. Il y a encore un gros souci à cause du CNC qui rince les enfants de bourgeois qui ont les codes pour faire les dossiers. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc bon. Les Nepo Babies hop dans les champs. Et je voulais juste regarder lire le commentaire de Poisson. Quand on va y avoir une vidéo de Grégoire Simpson par ta faute, vous l'aurez lu ici en premier. C'est vrai ça par contre. Il était bien, il représente bien le monde des prépas scientifiques parisiennes. Bah ça a l'air chouette en vrai, la voix royale, ça a l'air vraiment chouette. Donc il va falloir que je regarde un petit peu, va falloir que je vois tout ça. Mais ça peut être sympa, Mais ça me vendait pas du rêve non plus. Il va toucher comme héritage, mon gosse, il va toucher mon héritage de carte Panini, de la Coupe du Monde 2006, de l'Euro 2004. Ça, c'est tout ce qu'il aura, il n'aura pas une thune. En fait, le but aussi, quand on est parent, c'est d'aider un peu ses enfants. Le but d'être parent, c'est la transmission de savoir, c'est l'éducation. Ce n'est pas d'aider Alors après, transmission de savoir, c'est du Nepo. C'est Nepo Baby, quelque part. Moi, c'est ça aussi. C'est là où je trouve que la critique des Nepo Baby, c'est pas simplement de dire ouais, c'est des merdes parce que... comment dire, parce que c'est des pistonnés, etc. Je trouve aussi quand même qu'il y a un petit aspect de en vrai c'est aussi toute la transmission du savoir bourgeois et de savoir exactement quoi faire à tel moment qui en soi est pour moi le vrai problème des Nepo Baby. C'est pas juste le piston, quoi. financièrement son gosse. Le minimum syndical, le raisonnable, comme mon père a fait pour mes études et je le remercie. Un minimum de revenus pour qu'il puisse étudier dans des bonnes conditions. Au moins, le gosse, si je l'aide pas, il va se forger de lui-même. Parce que si vous l'aidez, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça donne des gamins déconnectés. Elle a eu des ponts et elle se rend pas compte qu'elle a pu faire des raccourcis. Elle se rend pas compte que derrière elle, il y a toute une flopée de gens qui n'ont pas eu ces avantages. Mais oui. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, en vrai, je suis tout à fait d'accord avec une grosse partie de la vidéo. J'ai vraiment ce truc où je trouve que c'est vraiment... effectivement, c'est déconnecté, quoi. C'est tout à fait déconnecté. C'est vraiment... les enfants de... Ta gueule. C'est tout à fait déconnecté de la réalité. C'est hors propos, quoi. C'est vraiment hors propos. Et c'est vraiment, pour moi, il faut effectivement... Enfin, il y a un problème avec les Nepo Baby. Je ne sais pas comment le régler. Pour moi, la meilleure manière de le régler, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir égalité des chances, accès au savoir, à pouvoir aller au conservatoire, pouvoir aller là-bas. Et pour ça, il faut abattre le capitalisme.